Eh bien écoutez, messieurs, dames, on va commencer cette réunion publique. Je vais commencer par vous dire bonsoir, évidemment, et vous remercier d'être venus aussi nombreux pour pouvoir échanger avec vous, que vous puissiez faire connaissance de qui sont vos candidats, et puis que l'on vous présente dans quelle démarche on s'engage en étant candidat à ces élections législatives. Au préalable, je vais inviter monsieur Lenné, qui représente la municipalité d'Avranches. Je remercie monsieur le maire d'avoir mis à disposition cette salle. Et puis, comme la tradition bien souvent le propose, je dirais pas de l'impose, je vais te donner le micro, Hervé, et te remercier de bien vouloir introduire cette réunion. Merci. Alors, je suis prêt au dépourvu. Je venais là pour, comme chacun d'entre vous, les uns les autres, pour écouter la bonne parole. Hein. Alors, effectivement, je vous prie d'excuser David Nicolin, monsieur le maire d'Avranches, qui a subi une opération chirurgicale en début de semaine, enfin le week-end dernier, au CHU à Caen. Il se repose. Il a un problème à l'œil. Donc, pour les personnes qui peuvent s'inquiéter, tout va bien. David récupère. Il est fatigué. Une opération, c'est une opération, mais là, moi j'ai voulu le voir en début de semaine, mardi. Il m'a dit qu'il préférait se reposer. Je suis repassé le soir, il dormait toujours. Il a passé l'après-midi à dormir. Donc ça, c'était en début de semaine. Maintenant, ça y est, c'est mieux. Donc encore une fois, je vous prie, si vous voulez bien excuser David. Il est bien portant, mais fatigué. Bienvenue. Bienvenue à Avranches. Alors effectivement, c'est la moindre des choses que la salle vous soit mise à disposition. Hein. C'est une belle salle pour nous, non pas dans son décor, mais c'est une salle relativement spacieuse. Et je vois que ce soir, on fait le plein. Donc, c'est pas toujours le cas à Avranches. Avranches est une ville frileuse, donc voir qu'il y a une population qui se déplace, c'est une bonne chose. Alors, j'ai pris 2-3 petites notes. Donc, effectivement, moi, je connais bien Bertrand Sor, je connais bien Marie-Hélène Filâtre. On se côtoie ici et là. Et à titre personnel, là, c'est pas les municipalités qui parlent. À titre personnel, effectivement, moi, j'ai beaucoup d'amitié, j'ai beaucoup de considération pour l'un et pour l'autre. Ce sont des personnes de qualité, des personnes de valeur. On va s'en rendre compte, j'en suis convaincu, tout à l'heure. Alors, votre démarche, la démarche de Macron. Alors je vous dis tout de go, bien sûr, comme tout le monde, j'ai voté Macron au deuxième tour. Je n'ai pas voté Macron, mais c'est Hervé Lenné qui parle, au premier tour. Cela étant, à titre personnel, moi je soutiens la candidature de Bertrand et de Marie-Hélène, oui. Il faut absolument que, maintenant qu'on prenne compte de ce qui s'est passé il y a combien de temps, 1 mois, 6 semaines, le 7 mai, d'accord. C'est une démarche nouvelle, c'est une démarche novatrice, je me répète, mais il faut la soutenir. C'est une démarche républicaine. Et je ferai un parallèle. Moi, je suis conseiller municipal, certains d'entre vous peuvent me connaître. Vous savez que Ville d'Avranches, on a une municipalité diverse. Il y a des gens qui votent à droite, j'en suis, je n'ai pas honte de le dire, mais il y a aussi des gens qui votent à gauche, il y en a. Ça se passe très bien. La droite, la gauche, on est capable de travailler ensemble. Quand on met de côté nos idéologies, quand on met de côté nos opinions préconçues, on est tout à fait capable de travailler et de réaliser des choses intéressantes. Alors, autant pour moi, c'est une évidence au niveau municipal. La gauche, la droite, c'est dépassé. Il y a une nouveauté. Emmanuel Macron, qui nous dit être et de gauche et de droite, rassembler des gens et de gauche et de droite. Eh bien, allons-y. Lançons-nous le défi. Donc, bon vent, bonne chance, et à bientôt. Merci. Merci, on peut l'applaudir. Merci Hervé. Merci pour cette introduction. Merci pour la confiance. Voilà, tu oses le dire. C'est quelque chose toujours de précieux pour nous. Et je te charge de souhaiter bon rétablissement à monsieur le maire d'Avranches, à David, avec qui j'ai plaisir à travailler. Voilà, donc on va laisser les quelques personnes s'installer. Et puis je vais vous confier un petit peu le canevas de cette soirée. On va dans un premier temps, bien évidemment, se présenter, que vous sachiez à qui vous avez affaire, quel est notre cursus et pourquoi on en est arrivé ce soir à être candidat devant vous. On va également vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi d'être des candidats En Marche, pourquoi est-ce qu'on a sollicité cette investiture de la République En Marche. Voilà, que vous sachiez quelles sont nos principales motivations. Ensuite, je vous exposerai ma vision du rôle d'un député.
si je suis votre député le 18 juin, comment je souhaite travailler avec vous. Et puis nous développerons ensuite quelques thématiques, 3 thématiques essentielles et quelques autres en complément, pour que vous puissiez là aussi avoir un regard de ce que notre vision à travers le programme d'Emmanuel Macron, notre vision de l'application de ce programme sur notre territoire du Sud-Manche. Donc et évidemment, on terminera cette réunion par un échange avec vous, parce que c'est important qu'on puisse répondre à vos questionnements et que vous puissiez avoir réponse à toutes vos interrogations. Donc qui sommes-nous? Moi je suis Bertrand Sort, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants et 2 petits-enfants, ce qui fait mon bonheur évidemment. Je suis arrivé dans ces fonctions politiques au niveau de la ville de Saint-Père, essentiellement par le biais de la vie associative. Comme beaucoup d'élus sur notre territoire, on est un beau matin sollicité pour intégrer le conseil municipal parce qu'au préalable, on a été un acteur de la vie associative. En ce qui me concerne, ça a été d'abord des fonctions de secrétaire, de trésorier dans un club sportif. Et puis j'ai également été ensuite président des parents d'élèves à Saint-Père-sur-Mer. Et je me suis également beaucoup occupé de tourisme et j'ai présidé l'association qui s'appelle Tourisme au Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, qui regroupait, puisque cette association est dissoute maintenant, qui regroupait les 21 offices de tourisme du territoire. Donc voilà, au fil de cette expérience associative, j'ai été sollicité pour intégrer le conseil municipal de Saint-Père. Et j'ai fait un premier mandat de 2001 à 2008 comme conseiller municipal. J'ai fait mes armes, je dirais, en charge de la jeunesse et du sport. J'ai fait ensuite un second mandat de premier adjoint au maire d'Albert Nourry, que je salue, qui est présent ce soir dans la salle. Ce qui m'a permis d'apprendre correctement le métier. Et depuis 2014, je suis maire de Saint-Père-sur-Mer et vice-président de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer. Voilà, donc des fonctions qui m'ont permis, tranquillement, de prendre ma place et d'appréhender le mieux possible le fonctionnement des collectivités. Et puis en parallèle, j'ai une activité professionnelle, parce que j'ai un âge où on continue à travailler. Et donc je suis enseignant, j'enseigne à temps partiel dans un collège avec des élèves en difficulté scolaire, des classes de SECPA. Une structure dans laquelle on accompagne nos jeunes à élaborer un projet personnel et professionnel pour arriver à une intégration la plus réussie possible dans le monde du travail. Et ce métier-là me permet également d'avoir de fréquents contacts avec le monde de l'entreprise, ce qui me permet aussi d'avoir un regard sans doute un peu différent d'une personne lambda. Voilà globalement dressé le portrait du candidat. Et bien sûr, pour m'accompagner dans cette élection, j'avais besoin de quelqu'un, j'avais prioritairement besoin d'une femme, parce que pour moi la parité est quelque chose d'essentiel et d'incontournable, même si dans cette élection, ce n'est pas une obligation. Mais moi, il me paraissait essentiel d'être accompagné d'une femme. Et il me fallait aussi trouver quelqu'un qui avait une expertise de la ruralité, je dirais du monde agricole également. Je suis un élu plutôt de la côte, comme on dit. Saint-Père-sur-Mer, c'est effectivement excentré par rapport au territoire. Et donc j'ai sollicité Marie-Hélène Fiatre, qui va se présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, moi je suis, comme vous dites, du rétro-littoral, puisque je suis de Juvigny-le-Tertre. Donc moi j'ai 58 ans, mariée aussi, 3 enfants. Moi j'ai 3 petits-enfants, qui font aussi mon bonheur. Sur le plan professionnel, donc moi j'ai une formation d'ingénieur agroalimentaire. Nous étions en région parisienne après mes études et on a fait un choix familial de revenir habiter la maison familiale justement. Donc j'ai monté mon projet dans les années 86-90 et donc je me suis installée agricultrice dans une filière qui n'était pas encore très développée. J'ai fait des produits du terroir et de l'accueil à la ferme. J'ai fait chambre d'hôte, gîte ruraux, j'ai fait table d'hôte pendant plus de 10 ans et je faisais aussi des visites et goûter à la ferme. Donc cette activité professionnelle évidemment m'a amené à rencontrer beaucoup de gens du monde agricole et de la ruralité et aussi tous les acteurs du tourisme rural. Au niveau élu, j'ai été élu au conseil municipal de Juvigny en 1995. En 2001, je suis devenue premier adjoint au maire et vice-présidente chargée des affaires scolaires à la communauté de communes du Tertre à l'époque. Et en 2011, je suis devenue maire de Juvigny et conseiller général.
Et aux dernières élections au conseil départemental, les cantons ont changé. Le canton de Juvigny s'est regroupé avec d'autres cantons pour faire le grand canton d'Isigny-le-Batte, qui vient jusqu'aux portes d'Avranches, puisque les communes de Saint-Saunier, Saint-Martin-des-Champs font partie de ce canton d'Isigny-le-Batte. Et donc depuis 2015, je suis conseiller départemental en binôme avec Bernard Tréhé sur ce canton-là. J'ai arrêté mon activité de maire au 1er janvier dernier. Nous avons fait une commune nouvelle avec 7 des 9 communes de l'ancien canton de Juvigny. Et je n'ai pas souhaité continuer le mandat de maire. Il y avait des gens plus jeunes qui étaient pleins d'entrain et j'ai trouvé que c'était le bon moment pour passer la main tranquillement, et je reste active dans le conseil municipal. Donc c'est vrai que ce n'était pas dans mes projets de me lancer dans une campagne pour les législatives. C'est évidemment Bertrand qui est venu me solliciter. J'ai d'abord demandé à ce qu'on se connaisse et à ce qu'on discute un peu ensemble. Et c'est vrai qu'on se retrouve sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de préoccupations de notre territoire. Et j'ai trouvé que c'était intéressant qu'on fasse une complémentarité en fonction de ces domaines de compétences et les miens pour essayer d'avoir une candidature qui représente le mieux possible l'ensemble de notre circonscription. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les présentations. Merci Marie-Hélène. Je voudrais insister effectivement sur cette complémentarité. Elle est pour moi importante et je souhaite vous préciser que si je suis élu député, je compte continuer à travailler avec Marie-Hélène. Bien souvent dans une élection de ce type, on a un suppléant, une suppléante, et puis suite à l'élection, bien souvent le suppléant il passe aux oubliettes et finalement il n'a servi un peu que de faire valoir le temps de 2 ou 3 mois. Moi je souhaite, et Marie-Hélène en est d'accord, je souhaite que dans les 5 années qui viennent, si nous sommes élus, nous continuions à travailler ensemble. Elle a cette expertise du volet rural, elle a cette implantation particulièrement importante sur le territoire, donc on forme un joli binôme, ça fonctionne et je souhaite qu'on continue à fonctionner. Ça va complètement, pour moi, dans le sens de la proximité que doit avoir un député. Voilà, donc merci à toi Marie-Hélène d'avoir dit oui, et je crois qu'on vit une belle aventure à travers cette campagne électorale. Pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui des candidats de la République En Marche? Marie-Hélène comme moi, nous sommes tout d'abord des élus de proximité, élus dans des conseils municipaux, au service de nos concitoyens et pour le bien commun. Ce qui mène notre action politique actuellement, c'est effectivement de pouvoir porter des projets qui servent au plus grand nombre et qui soient construits avec le plus grand nombre. Alors évidemment, on aurait pu rester dans notre zone de confort, je dirais, et puis, ni elle ni moi n'avions jamais été politiquement encartés. Voilà, comme le disait tout à fait bien Hervé Lenné tout à l'heure, bien souvent dans nos conseils municipaux, on travaille avec des gens, on ne sait même pas s'ils sont de droite, s'ils sont de gauche. L'important, c'est de bien travailler ensemble, et comme je le disais tout à l'heure, de travailler pour le bien commun. Donc, ni Marie-Hélène ni moi n'avions eu de carte dans un parti politique. Simplement, le constat qui était le nôtre, et qui malheureusement s'accentue au fil du temps, c'est une division au sein de notre société. Et je crois que le résultat du premier tour des élections présidentielles a été particulièrement flagrant. Nous avions 4 candidats autour de 20%. Ça montre, à mes yeux, une société qui en tout cas est politiquement très divisée, avec notamment ce que je qualifierais de 2 extrêmes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un fossé énorme qui s'est creusé entre les pratiques politiques, entre nos élus nationaux et les réalités du quotidien. Et ce constat-là nous a amené effectivement à se dire, eh bien, il faut qu'on sorte de cette zone de confort et qu'on s'engage, qu'on soit candidat pour une élection législative pour apporter de nouvelles pratiques. Alors, pourquoi la République En Marche? Eh bien, je crois que vous l'avez perçu comme moi. Il y a au moins 3 choses qui nous ont particulièrement motivés chez Emmanuel Macron. La première, c'est son souhait de rassembler. Je vous parlais tout à l'heure d'une société qui était divisée. Aujourd'hui, notre France, elle a besoin de se rassembler. Notre France, elle a plein d'atouts. Simplement, les clivages gauche-droite qui, malheureusement, animent la vie politique depuis 30 ans, nous ont amenés à de l'immobilisme. Voilà, sortons de ces clivages, travaillons tous ensemble, rassemblons-nous pour porter des projets pour le bien commun, et notre France ira forcément beaucoup mieux. J'ai vu avec beaucoup de satisfaction le premier gouvernement d'Édouard Philippe. Pour moi, il représente effectivement une vraie complémentarité entre la société civile et entre des élus qui évidemment connaissent le fonctionnement de la vie politique. Et je crois qu'on va gagner, que l'on gagne déjà en associant ces personnes qui sont issues de parcours différents. Donc c'est une nouvelle façon effectivement de constituer un gouvernement. On a, je pense, un équilibre aujourd'hui entre des gens qui sont plutôt de tendance droite et d'autres qui sont plutôt de tendance gauche, mais qui sont capables de travailler ensemble. C'est un premier défi à relever
et c'est certainement le premier souhait de notre président qui nous a motivés dans cette démarche. La deuxième chose, c'est la nécessité d'un renouvellement. Je vous parlais tout à l'heure d'un essoufflement de la vie politique. Ce que souhaite notre président, et ce qu'il a commencé à mettre en place, c'est effectivement un renouvellement de la classe politique. Un renouvellement, ça ne veut pas dire qu'il faut balayer tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder des gens qui ont une expertise ou une expérience, mais ça veut dire amener quand même du sang neuf. Et je trouve que ce gouvernement d'Édouard Philippe a effectivement cette capacité à travailler différemment. Il y a un autre témoignage que je voudrais vous livrer par rapport à cette idée de renouvellement. Lorsque j'ai été investi candidat de La République En Marche, j'ai été invité, musée du Quai Branly à Paris, pour une journée de formation. Et il y avait autour de moi donc les 450 candidats qui, à ce jour, avaient été investis par le mouvement En Marche. Je peux vous dire que j'avais autour de moi la vraie représentation, la vraie représentativité de ce qu'est notre société française aujourd'hui. J'avais des gens de toute profession, j'avais des gens de toute culture, de tous âges, et j'avais des gens qui, pour certains, n'avaient jamais fait de politique, ne connaissaient absolument rien dans la politique, et d'autres qui avaient déjà un certain nombre de mandats. Et je me suis dit, j'ai là, autour de moi, la vraie image qui est aujourd'hui notre société. J'avais des gens de couleur, j'avais des gens qui avaient un vécu totalement différent, des gens qui étaient issus des cités, d'autres qui étaient issus de la ruralité, et je me suis dit, si demain, notre Assemblée nationale, elle ressemble à ça, eh bien, au moins, on aura une représentativité qui sera une vraie image, qui sera la réalité de notre société. Et ça me paraît important aujourd'hui, qu'on puisse faire de la politique avec des gens qui connaissent la vie quotidienne de l'ensemble des citoyens. C'est aujourd'hui, je crois, un énorme fossé creusé entre la politique et les réalités. Ce fossé-là, il faut le combler. Il faut que l'on soit des députés capables de décider en ayant connaissance de ce qui se passe réellement sur le terrain, sans quoi les lois qui sont proposées ou les amendements, à mon avis, sont loin et bien même souvent sont contre-productives pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc je souhaite vraiment que cette Assemblée nationale, elle ait demain la vraie image de ce qu'est la société française. Donc la deuxième raison, je viens de vous la dire, hein, le rassemblement, le renouvellement, et puis derrière, il y a l'homme. Moi, j'ai été particulièrement séduit par Emmanuel Macron. On a aujourd'hui la chance, parce que pour moi c'est une chance, d'avoir un jeune président, et à 40 ans on est plus jeune, on est au contraire en pleine possession de ses facultés, un jeune président, dynamique, motivé, un homme qui a envie d'amener la France là où elle doit être, un progressiste, un homme profondément européen. Je me retrouve totalement dans l'image, dans les compétences de cet homme-là. Et je vais vous livrer là aussi une image que j'ai en tête, hein, qui reste marquée chez moi. Quand j'ai vu notre président monter les marches de l'Élysée, le jour de son investiture, j'ai vu cet homme-là monter les marches 4 à 4. Et bien, je me suis dit, un président comme lui, il doit être capable de faire avancer la France à la vitesse à laquelle il monte les marches de l'Élysée. Moi, j'ai envie de lui faire confiance, et c'est pour ça, c'est pour ces raisons-là qu'on a décidé d'être des candidats En Marche. Je pense qu'on vit, là, en 2017, une évolution dans notre 5e République, une autre façon de faire de la politique, et je pense qu'elle sera certainement beaucoup plus bénéfique à l'ensemble de nos concitoyens. En tout cas, j'ai envie d'y croire, et c'est en grande partie le sens de mon engagement. Voilà le pourquoi de cette demande d'investiture au sein de ce parti La République En Marche. Peut-être en aparté, parce que je sais que c'est quelque chose qui a fait un bon moment en question. Comment est-ce qu'on a été choisi? Eh bien, la façon était très simple, hein. C'est comme quand vous cherchez un travail, vous déposiez une candidature, une lettre de motivation, un CV, par le biais d'Internet, et puis l'ensemble des candidatures du territoire étaient traitées par une commission nationale d'investiture. Nous étions sur le territoire 12 candidats, 12 personnes à avoir sollicité cette investiture. Donc après, on a eu un certain nombre d'échanges avec le mouvement En Marche, et puis je pense qu'effectivement, il y a eu un tri qui s'est fait, et on a eu la chance d'être ceux qui allons représenter ce mouvement. Voilà, il n'y a pas eu de cooptation par un élu national, voilà, sans doute que notre CV devait correspondre à l'image ou en tout cas aux compétences que La République En Marche souhaitait. Comment est-ce que je souhaite être votre député si je suis élu demain? Pour moi, la première chose que je voudrais dire, un député, c'est vous qui l'élisez. Donc, je serai votre représentant, et à ce titre, je vous dois des comptes. C'est-à-dire qu'un député, c'est le représentant de ses électeurs. C'est pas quelqu'un qu'on voit tous les 5 ans, pour se faire élire, qui vient vous tenir à vos discours, et puis avec lequel vous n'avez plus aucun contact. Moi, j'estime que mon rôle de député, il est à être à votre service, au service de nos élus, de nos collectivités, de nos entreprises. On est là, évidemment, pour accompagner notre territoire. On doit être un facilitateur, un relais, quelqu'un qui est capable d'accompagner les projets forts du territoire. Il y a 3 mots, majoritairement, que je souhaite décliner concernant ma vision du rôle de député. C'est la proximité, c'est l'assiduité et c'est la transparence. La proximité, c'est quoi? La proximité, évidemment, c'est ce que je disais tout de suite, c'est d'être à votre contact. Ça veut dire qu'un député, il doit être visible, près
présent, accessible. Il doit avoir une organisation de son travail qui vous permette de venir le rencontrer aussi souvent que nécessaire. Ben, ça veut dire par exemple mettre en place des permanences parlementaires qui soient bien équilibrées sur le territoire. Et moi, si je suis élu, j'aurai une permanence parlementaire à Mortain, une à Saint-Hilaire-du-Harcouët, une à Avranches et une à Granville, dans lesquelles travailleront mes assistants parlementaires et dans lesquelles, évidemment, je serai là à votre disposition, sur rendez-vous ou sans rendez-vous, aussi souvent que possible. Cette proximité, elle est nécessaire. Elle ne se décline pas seulement à travers des permanences parlementaires. Elle doit exister également par de la présence sur le terrain, de la présence avec les entreprises quand il y a un projet d'évolution, un projet d'extension, un projet d'implantation. Voilà, le député, il est là. Parce que ce député, il peut permettre, des fois, de faciliter les démarches administratives. Il peut permettre d'aller trouver des financeurs. C'est son rôle. Voilà, il a un certain nombre de relations ou de contacts parisiens. Il doit accompagner son territoire dans son évolution. Et puis, il doit aussi être au service des collectivités. Vos élus, ce sont les gens qui travaillent tous les jours avec vous. Ces élus-là, ils portent des projets, et parfois des projets d'envergure, ils ont besoin de l'intervention, de l'accompagnement des députés. Donc là aussi, le rôle d'un parlementaire, c'est d'être au service de leurs concitoyens, au service des élus, au service des entreprises, au service des habitants. Voilà comment je décline cette notion de proximité, et je m'engage également à tenir très fréquemment ce genre de réunion. Voilà, on est les uns en face des autres, et puis je vous dois des comptes. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait depuis 6 mois? Qu'est-ce que j'ai fait depuis 1 an? Quels sont les dossiers sur lesquels je travaille? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles je dois vous tenir au courant. Le rendre compte est quelque chose d'important. Deuxième mot, l'assiduité. L'assiduité, évidemment, elle est tout d'abord à l'Assemblée nationale. Un député, son rôle premier, c'est de voter les lois, c'est de contrôler l'action du gouvernement, c'est de travailler à Paris, à l'Assemblée nationale. Donc, bien évidemment, un député, il doit être assidu. Et là-dessus aussi, on doit vous rendre des comptes. Un député, il doit vous dire combien de sessions à combien de sessions il a participé et ce qu'il a fait au sein de ses commissions de travail. Ça ne veut pas dire que le député, il est une fois tous les mois seulement à Paris. Il est là quand l'Assemblée nationale fonctionne et travaille. Là aussi, cette assiduité, elle est indispensable. Vous avez tous vu récemment, certains députés venaient pointer, et puis ils faisaient demi-tour. Comme la carte était passée, finalement, ils étaient considérés comme étant présents. Ça, c'est complètement anormal. Je vous disais tout à l'heure qu'un député, c'est un représentant du peuple. C'est quelqu'un qui doit avoir... Je te remercie, Gilles. C'est quelqu'un qui doit avoir, effectivement, cette rigueur, cet engagement dans une assiduité permanente. Et puis la troisième chose, c'est la transparence. On a beaucoup souffert dans la vie politique avant les élections présidentielles d'un manque de transparence. La transparence, c'est quoi? Je ne dis pas qu'il faut être transparent dans son action, au contraire, il faut être présent. La transparence, c'est l'ensemble des éléments qui concernent la vie du député. Le député, c'est qu'est-ce qu'il gagne, à quoi sont utilisées ses indemnités, qui sont ses assistants parlementaires, que font ses assistants parlementaires, combien ils sont rémunérés. Tout ça, c'est simplement normal. On n'a pas à cacher parce qu'on est député ces choses-là. Encore une fois, c'est de l'argent public qui sert à rémunérer les députés. Ce sont des indemnités qui sont source de vos impôts. Donc là aussi, il y a besoin d'une transparence sans faille. On a trop souffert encore de ce manque de transparence, de cette habitude qu'on avait de dire ça concerne un député, vous n'avez pas besoin de le savoir. Donc moi je m'engage à être totalement transparent, à ce que vous sachiez exactement combien je gagne si je suis député et comment est utilisé l'argent public. Ça me paraît là aussi quelque chose de normal et d'essentiel. J'en profite pour évoquer la réserve parlementaire. Vous savez que les députés ont à disposition une somme. Actuellement, pour le député de notre circonscription, c'est 135 000 €. Cette réserve parlementaire, à mes yeux, elle ne devrait pas être distribuée par le député. Cette somme-là, je préfère moi qu'elle soit réinvestie au profit des communes et qu'elle soit utilisée pour porter des projets qui, effectivement, sont des projets favorables au bien commun, des projets d'utilité générale. Donc, la proposition de loi de M. Bayrou d'abandonner la réserve parlementaire, pour moi, est une très bonne proposition. Et je souhaite que ce soit validé effectivement, parce que cette réserve parlementaire, dans certains cas, sert à faire du clientélisme. Et je trouve que ce n'est pas une belle image, là non plus, de la politique. Donc, réintégrons cet argent-là dans l'argent qui est distribué, par exemple, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement aux communes, pour porter des projets utiles à tous. Donc, l'abandon de la réserve parlementaire est pour moi une excellente décision. Voilà sur la transparence. Mais je voudrais répéter, et sans doute quitte à trop le dire, encore une fois, un élu, un parlementaire, un député, c'est un élu du peuple, c'est vous qui l'élisez, et il vous doit des comptes. Il doit vous rendre des comptes sur ce qu'il fait, sur qui il est, et sur comment il travaille. C'est indispensable, et se rendre compte, pour moi, est essentiel. Voilà comment je conçois mon rôle de député si demain je suis député.
3 points que l'on a l'habitude de développer au sein de ces réunions publiques. Le premier va concerner l'éducation, le deuxième va concerner l'emploi, et le troisième va concerner l'Europe. Sur l'éducation, alors c'est un sujet qui évidemment me parle. Les propositions de notre chef d'État, notre président de la République, me paraissent très bonnes, me paraissent en lien avec le constat que l'on peut faire sur le terrain. La première chose concerne l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du savoir compter. Nous constatons, et je crois que beaucoup d'enseignants pourraient aller dans mon sens, nous constatons aujourd'hui l'arrivée de jeunes au collège, qui issus de l'école élémentaire, où pourtant on a fait un très très bon travail, l'arrivée de jeunes qui ne savent ni correctement lire, ni correctement écrire, ni correctement compter. Ça ne veut pas dire qu'on a fait du mauvais travail au sein de l'école élémentaire. On demande certainement beaucoup à l'école élémentaire, parfois beaucoup trop. Peut-être qu'il faudrait recentrer les apprentissages de base comme nécessité prioritaire. Voilà, aujourd'hui, notre président de la République propose et va mettre en place un dédoublement des classes de CP et de CE1 pour permettre aux enfants d'acquérir plus facilement le lire, écrire et compter. Alors dans un premier temps, cette mesure elle sera mise en place dans des zones prioritaires, ce qu'on appelle les REP+. Ça ne va pas concerner notre territoire, mais je trouve que c'est une excellente décision pour faciliter ces apprentissages de base. Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école, vous passiez 80% de votre temps à faire de l'écriture, de la lecture et apprendre les tables de multiplication. L'école en 2017, c'est plus comme ça qu'elle fonctionne. On fait beaucoup plus de choses, mais je pense qu'il faut recentrer effectivement les apprentissages sur ces bases indispensables. Comment voulez-vous imaginer qu'un jeune arrivé à l'âge de 18 ans ou de 20 ans qui ne maîtrise pas la lecture puisse durablement et correctement s'insérer dans sa vie personnelle, ne serait-ce que sa vie personnelle, et dans une vie professionnelle. Donc, mettons le paquet, si je puis dire, favorisons ces apprentissages de base, et on facilitera là aussi l'intégration future de nos jeunes. Autre sujet important et sur lequel Emmanuel Macron a mis une priorité, c'est sur l'apprentissage. L'apprentissage, en France aujourd'hui, malheureusement, pâtit d'une très mauvaise image. Aujourd'hui, on dit à un jeune, eh bien, tu vas être apprenti parce que finalement, tu n'es pas très doué à l'école, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire de toi, eh bien, on va te mettre dans l'entreprise. Donc évidemment, l'image de l'apprentissage, pour beaucoup de familles, c'est une voie de garage. Surtout pas que mon fils ou ma fille aille en apprentissage, parce que je veux qu'il fasse des études. Pour autant, il n'a pas forcément ou elle n'a pas forcément de facilité pour faire des études. Des pays voisins comme l'Allemagne ont fait de l'apprentissage une voie d'excellence. C'est-à-dire qu'en Allemagne, aller en apprentissage, c'est pas une voie de garage, mais c'est une chance. Pourquoi? Parce qu'on présente ces formations, parce que réellement ces formations le permettent, on présente ces formations comme des voies d'excellence et des voies qualifiantes. L'apprentissage, c'est pas seulement obtenir un CAP. L'apprentissage en France, il est possible jusqu'à 25 ans. Et on a des jeunes en entreprise qui obtiennent des qualifications, Bac +2, +3, +4, au sein de l'entreprise. Et vous imaginez bien que quand on apprend son métier dans une entreprise, eh bien on est immédiatement opérant, on est performant. On sait de quoi on parle parce qu'on a cette pratique. Donc, passons peut-être un petit peu à côté de cette ambition qui était d'amener 80% des jeunes au bac. C'était une ambition noble qui avait été mise en place par M. Jospin. Peut-être qu'aujourd'hui, elle ne correspond plus exactement aux besoins de notre jeunesse. Favorisons l'apprentissage, permettons à ce que des jeunes qui ont un projet, on a des jeunes dans les collèges qui souhaitent devenir apprentis, qui souhaitent apprendre un métier manuel, et à qui on dit surtout pas, tu vas surtout pas aller en apprentissage, continue l'école jusqu'au bac. Donc revalorisons l'apprentissage, commençons par en faire une voie, effectivement, qui soit présentée comme une voie d'excellence. Changeons aussi les regards et les mentalités chez nous, parents, parce qu'effectivement, on n'a pas trop envie de ça, mais on a besoin aussi de montrer que l'apprentissage est une voie qui permettra d'obtenir un métier derrière. Et puis, accompagnons aussi l'apprentissage. Quand on a 15 ou 16 ans, c'est pas facile de partir en apprentissage. Et bien souvent, sur des difficultés matérielles qui l'empêchent. J'ai pas de moyens de locomotion, je sais pas où est-ce que je vais loger. Et bien là aussi, on peut mettre en place, on peut proposer des aménagements qui permettront de faciliter les déplacements ou l'hébergement. Ça c'est fait, ça se fait à côté de Bressé, rappelle-moi le nom, les Crénés, voilà. Donc, au Crénés, on a créé une maison des apprentis, un endroit où on loge les apprentis qui sont dans les entreprises de proximité. Voilà, il y a des choses très pragmatiques à mettre en place pour accompagner cet apprentissage. Et moi, je reste persuadé que si l'apprentissage est revalorisé comme elle devrait l'être, nous allons permettre à des jeunes de se former à des métiers, à des qualifications dont les entreprises ont besoin. Si je parle de l'entreprise, le constat que l'on peut faire avec Marie-Hélène, on visite actuellement beaucoup d'entreprises, on rencontre beaucoup de gens, et partout dans nos entreprises du territoire, on nous dit on manque de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre, pas forcément qualifiée, mais aussi de main-d'œuvre très qualifiée. On ne trouve personne, on ne trouve pas de jeunes pour venir travailler chez nous.
Sur le Sud-Manche, il y a du travail. Voilà, simplement, on ne trouve pas les salariés pour venir occuper ces emplois. Donc, facilitons l'entrée dans l'entreprise des jeunes, notamment par le biais de l'apprentissage, et ça permettra de résoudre une partie, on ne résoudra pas tout le chômage comme ça, mais on résoudra une partie du chômage. Donc, recréons des liens forts entre l'éducation nationale et l'apprentissage, favorisons l'apprentissage pour les jeunes, accompagnons-les dans cette mise en place, et puis, comme je disais tout à l'heure, travaillons à redorer l'image de l'apprentissage comme une voie d'excellence. Et on aura, je pense, des résultats qui seront pertinents pour nos jeunes. Toujours lié à l'apprentissage, le souhait de notre président que les apprentis puissent bénéficier de l'Erasmus. Ce processus Erasmus, vous le connaissez sans doute, c'est la possibilité pour des étudiants d'aller pendant 6 mois, 8 mois dans un pays étranger en Europe pour pouvoir compléter leur formation et leur qualification. Eh bien, je trouve aussi très pertinent l'idée de permettre à ce que des apprentis aillent poursuivre leur formation, compléter leur formation dans une entreprise étrangère, où on utilisera des machines différentes, où on aura des cultures d'entreprise différentes, et où, à coup sûr, ça formera des apprentis, des jeunes qui seront plus performants quand ils reviendront travailler dans des entreprises locales. Donc là aussi, c'est à mon avis une idée pertinente et qui ne fera que gagner en qualité pour nos jeunes apprentis. Autre volet qui me paraissent important aujourd'hui à l'école, on a parlé de la formation des jeunes, on a parlé effectivement de la formation par l'apprentissage. L'apprentissage des langues. Vous avez sans doute vu notre président répondre à Barack Obama lorsqu'ils se sont téléphonés, il parle parfaitement anglais. Aujourd'hui, on vit dans une mondialisation où l'anglais est indispensable. Il faut à tout prix que nos jeunes y parlent anglais couramment. Dans le précédent mandat, on a supprimé les classes bilingues dans les collèges. Les classes bilingues, ça permettait effectivement d'avoir un meilleur apprentissage des langues et ça permettait certainement d'être plus performant à l'âge adulte. Donc, notre président de la République a décidé que ces classes bilingues seraient remises dans les collèges pour faciliter l'apprentissage d'une langue étrangère. Et je crois que là aussi, c'est donner une chance supplémentaire à nos jeunes de s'intégrer dans un monde où, encore une fois, la mondialisation est en place. Voilà des éléments qui me paraissent, des mesures qui me paraissent aller dans le bon sens. J'ajouterai très rapidement l'aide aux devoirs. On a là aussi un manque d'équité entre différentes familles. Il y a des familles où effectivement on n'a pas le temps d'accompagner les enfants à faire leurs leçons, ou bien on n'a pas les compétences pour le faire, on ne sait pas comment faire. Donc Emmanuel Macron souhaite que soient remises en place les aides aux devoirs dans les collèges et dans les écoles élémentaires, après l'école, que les enfants puissent rentrer à la maison en ayant fait leurs leçons. Certainement, ces apprentissages seront plus bénéfiques, certainement ça facilitera de la vie de certaines familles. Aujourd'hui, on a souvent des couples qui travaillent à deux, qui ne peuvent pas consacrer du temps quand ils rentrent du travail. Donc c'est à l'école de rendre ces services-là, et je trouve là aussi que c'est une très bonne mesure. Voilà, rapidement brosser le volet de l'éducation. Il y a d'autres mesures encore, mais on va pas s'étendre plus. Je vous avais parlé après de l'emploi. Alors évidemment, certainement la priorité majeure en France, comme dans beaucoup de pays, de favoriser le retour à l'emploi et de baisser le nombre de chômeurs. Je vous évoquais tout à l'heure un nombre important de visites que l'on effectue dans les entreprises locales. À chaque fois, évidemment, apparaît cette nécessité d'avoir des salariés, d'avoir des gens en plus. Il y a du travail. Et puis il y a surtout quelque chose aujourd'hui qui est bloquant dans ces entreprises, c'est le manque de flexibilité. La flexibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre à ce que l'entreprise adapte son temps de travail au carnet de commandes selon son remplissage. Aujourd'hui, le phénomène bloquant, c'est les 35 heures. Attention, je vais être très précis et éviter de rentrer dans une critique. Le modèle de base restera les 35 heures. On ne touche pas au code du travail. Emmanuel Macron ne souhaite pas que l'on touche à ces 35 heures. Le modèle, ça reste bien ça. Le salarié qui souhaite continuer à 35 heures, il continue à travailler 35 heures. On ne l'oblige pas à travailler plus. Simplement, on permet à l'entreprise de travailler plus et on permet aux salariés de travailler plus sur des accords, soit de branche, soit sur des accords d'entreprise. C'est-à-dire qu'on se met autour d'une table, soit toute une branche professionnelle, soit dans une petite entreprise, le patron et puis ses 2 salariés. Et puis on décide ensemble si on se donne cette flexibilité, si on s'autorise à travailler 40 heures ou 42 heures par semaine, parce qu'on a un carnet de commandes qui est plein, parce qu'on a de l'activité et qu'on souhaite pouvoir répondre à cette activité. La dernière entreprise qu'on a visitée, c'est une entreprise qui, à l'export, elle s'en va travailler bien souvent à l'étranger, en Azerbaïdjan, en Russie, Sultanat d'Oman, je crois, mais aussi dans des grands hôtels parisiens. Elle installe des... Je cherche le mot. Aide-moi. Elle fait de l'agencement, voilà. Elle fait de l'agencement, c'est le mot qui me manquait. Et en fait, aujourd'hui, la difficulté de cette entreprise, c'est d'avoir cette souplesse pour pouvoir répondre au carnet de commandes. Ils nous disent, on est bloqué par les 35 heures.
Ça, c'est le patron qui nous dit. Moi, je ne peux pas, sur les 35 heures, pouvoir répondre à mes commandes. Je perds de l'activité, je ne peux pas honorer certains marchés. On s'est dit, ça, c'est la vision du patron. Et on est allé discuter avec les salariés. Et la totalité des salariés a le même discours, ils souhaitent travailler plus. Pourquoi est-ce qu'ils souhaitent travailler plus? Parce qu'ils disent qu'aujourd'hui, avec leurs 35 heures, le niveau de salaire qui est le leur ne leur permet pas de profiter de la société des loisirs que l'on a aujourd'hui. Et je peux vous dire que ce constat-là, on le voit dans la quasi-totalité des entreprises. Les Français sont prêts à travailler plus. Ils sont prêts à travailler plus à condition de gagner plus. Ce qui est tout à fait logique. Donc ces 35 heures aujourd'hui sont bloquants. Et je répète, dans le cadre d'accords d'entreprise, permettons à ce qu'on puisse travailler plus et on puisse gagner plus d'argent. Après, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Si on travaille plus, on génère plus d'activités, on génère plus de recettes et on permet à l'économie d'être plus dynamique. Et si cette économie est plus dynamique, eh bien forcément, on créera de l'emploi. Donc donnons de la souplesse au travail. Certains pays l'ont fait. En étant en accord entre les salariés et les patrons, c'est pas imposer les choses. Mettons-nous d'accord, générons de l'activité supplémentaire, et là aussi on aura un pays qui avancera certainement plus rapidement, et où le taux de chômage aura mécaniquement baissé. C'est une mesure qui, je pense, est adaptée, il y a de l'activité, permettons à ce que l'entreprise puisse y répondre, et puisse générer des profits par rapport à ça. Voilà la mécanique que notre président souhaite mettre en place. Ce sera compliqué dans certaines branches, on le sait bien, il y a certaines branches où on souhaite rester sur des acquis ou sur des fonctionnements, mais encore une fois, nous entendons beaucoup cette volonté des Français de travailler plus parce qu'ils ont envie de consommer. Ils ont envie d'avoir un pouvoir d'achat supplémentaire, ils ont envie d'avoir de l'argent dans la poche. Voilà, donc permettons à ce que ça se fasse. Voilà une mesure qui me paraît aller dans le bon sens. L'Europe. Alors, sujet majeur, l'Europe. Volontairement, à chaque réunion publique que nous faisons, nous accrochons ce drapeau européen. Parce que l'Europe, nous y sommes profondément attachés. Emmanuel Macron est un Européen convaincu. La première chose que je voudrais dire sur l'Europe, et on oublie parfois, le temps passe et on oublie, l'Europe, il y a 70 ans, elle a été créée pour nous garantir la paix. On oublie souvent de le dire, on oublie souvent de s'en souvenir. Nous sortions de 3 conflits majeurs, 3 conflits mondiaux, qui avaient pour source des conflits entre pays voisins, de pays européens. Donc souvenons-nous autant que faire se peut, aussi souvent que nécessaire, que cette Europe, elle nous garantit la paix, elle nous protège. Et je crois que c'est important de s'en souvenir et de le dire. Le fameux devoir de mémoire qu'on évoque souvent lors des cérémonies patriotiques, eh bien c'est à nous de le faire. Rappelons-nous que cette Europe, elle nous protège. Cette Europe, elle a permis de mettre en place aussi des échanges économiques, certaines règles économiques qui ont besoin parfois d'être ajustées. C'est parfois impactant, c'est parfois gênant pour certaines entreprises. Il y a aussi besoin de faire évoluer ces accords. Et puis cette Europe, elle a surtout besoin de s'harmoniser socialement. Économiquement, l'Europe groupée représente le premier PIB mondial. Si on est capable de travailler ensemble au niveau européen, on représente une puissance économique supérieure à la Chine, supérieure aux États-Unis, qu'on nous cite souvent en modèle. Voilà, si on est capable, encore une fois, de travailler tous ensemble en Europe, on aura cette puissance qui sera capable d'être concurrentielle avec ce qu'on présente aujourd'hui comme des géants économiques. Alors ça veut dire quoi, s'harmoniser socialement? Eh bien ça veut dire permettre à certains pays européens, je parle aux pays d'Europe de l'Est notamment, je pense aux pays de l'Europe de l'Est, qui aujourd'hui ont des conditions sociales qui sont bien éloignées des nôtres. Vous le constatez comme moi souvent, ces travailleurs déplacés, on parle souvent de Polonais ou de Roumains, qui viennent dans des petits camions la grille et avec les vaches bleues, qui dorment sur le bord des autoroutes, et qui viennent travailler, qui sont aujourd'hui des main-d'œuvre très très bon marché. Ces travailleurs polonais, ils ne viennent pas de bon cœur, ils viennent parce que simplement dans leur pays, ils n'ont pas les conditions de travail, les conditions sociales nécessaires pour vivre décemment. Donc le souhait de notre président, c'est quoi? C'est de travailler au niveau européen à une harmonisation sociale, ça veut dire faire monter le niveau de vie des pays où le niveau de vie est beaucoup plus bas que le nôtre, et c'est permettre effectivement à ce que l'on vive correctement en Pologne, si on est polonais, qu'on a envie de travailler en Pologne. Donc améliorons l'Europe, permettons que socialement elle s'harmonise, qu'il y ait des meilleures conditions de vie dans les pays dans lesquels elles sont inférieures aux nôtres, et donc ça évitera ces déplacements de travailleurs qui parfois viennent en concurrence peut-être avec nos travailleurs dans notre pays, nos travailleurs français. Et moi je crois profondément à l'Europe, je ne crois absolument pas au refermement des frontières. Quand j'entendais pendant la campagne présidentielle qu'il fallait refermer la France sur elle-même et qu'on allait vivre en autarcie et que tout allait bien aller, pour moi c'est totalement inconcevable et c'est de l'hérésie totale. Donc travaillons à l'échelle européenne, on est dans une mondialisation et quoi qu'on dise, on est dans un fonctionnement mondial, on ne reviendra pas en arrière. Regardez ce que vous avez comme vêtements sur le dos, regardez comment on communique aujourd'hui, on communique à l'échelle mondiale avec Internet. Donc cette mondialisation elle est là,
À nous de nous y adapter, d'en tirer le meilleur profit possible. Et l'Europe a cette capacité-là. Il suffit de la construire pour être suffisamment forte, pour être harmonisée socialement et pour que l'on devienne le principal acteur mondial. On parle souvent des Google, des Apple, des Facebook comme des références, hein, ces sociétés américaines qui viennent tirer des profits exceptionnels en Europe sans jamais rien redistribuer. Eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable en Europe de construire nos propres Google, Apple, Facebook avec des sociétés européennes qui paieraient de la fiscalité en Europe et qui permettraient à notre Europe d'être forte. Voilà. Donc, avançons, ne restons pas sur des positions où on subit. On n'a pas à subir la Chine, on n'a pas à subir les États-Unis. À nous de construire une Europe qui soit assez forte pour être le modèle, pour être en tête de ces puissances économiques. Et c'est un souhait de notre président. Donc, moi, je crois fermement en l'Europe, une Europe qui nous permette d'avancer, une Europe qui nous protège. N'oublions jamais ça non plus. Voilà trois thématiques sur lesquelles on souhaitait intervenir. On va parler un peu d'agriculture, si vous voulez bien. C'est un sujet majeur du territoire. C'est un sujet, un axe d'activité économique important, mais c'est une profession aujourd'hui qui souffre beaucoup. Donc je vais laisser Marilène présenter ce sujet qu'elle maîtrise parfaitement et vous allez voir qu'elle va vous livrer un témoignage assez poignant. Oui, l'agriculture, évidemment, on en entend tous parler. On est sur une circonscription où il y a quand même une grande zone qui est totalement vouée à l'agriculture. Et c'est un sujet qui a beaucoup d'importance pour nous. Et le contexte actuel lui donne encore plus d'importance, puisque vous savez comme moi que la grosse difficulté des agriculteurs, c'est qu'ils ne peuvent pas tirer de revenus décents de leur métier. Et tant qu'on n'aura pas pris le problème à la source pour que en fait, les agriculteurs puissent vivre de leur production, on tournera en rond et on n'avancera pas. Il faut savoir qu'on est dans une région de production de lait et la production laitière est particulièrement impactée au niveau des difficultés. Et il faut savoir qu'un agriculteur qui s'est installé par exemple il y a 35 ans et maintenant, le prix du litre de lait, on est passé des francs à l'euro, mais il est le même. Le litre de lait n'a pas bougé. Bon, si on compare avec le prix de la baguette de pain, on voit la différence. Donc une des propositions d'Emmanuel Macron, en fait, c'est de reprendre les discussions entre les producteurs, les transformateurs et la distribution. Et donc à la base, il faut absolument que l'État s'implique pour redonner de la puissance aux organisations de producteurs, pour qu'ils puissent vraiment faire un contre-pouvoir et avoir un poids à la table des négociations en face des transformateurs et des distributeurs. Et il faut que chaque échelon entre la production et la vente puisse donner un revenu décent à chaque profession. Il faut, à titre d'exemple, un produit qui est vendu, sur le prix de vente d'un produit, il y a seulement 7% du prix de vente d'un produit qui revient au producteur. Donc c'est dire la faiblesse de revenus qui revient au producteur. Alors c'est d'autant plus important que les agriculteurs, c'est vrai, ils sont de moins en moins nombreux. Mais il faut savoir que les agriculteurs, ils font vivre une bonne partie de la ruralité autour d'eux. Un exploitant agricole, c'est 7 à 8 emplois induits autour de son activité de production agricole. Bon, tous les emplois ne sont pas sur le territoire ni autour de son exploitation, mais les agriculteurs font vraiment vivre la ruralité et si l'agriculture disparaît petit à petit, c'est toute la ruralité qui va en pâtir. Et c'est tout l'équilibre du territoire aussi, parce que accessoirement, les agriculteurs, c'est quand même eux qui entretiennent nos paysages et notre bocage. Donc ce problème de l'agriculture, il est vraiment fondamental et important. Et dans le programme d'Emmanuel Macron, il ressort qu'il y a une vraie volonté de s'y atteler. Au niveau financier, c'est 5 milliards d'euros qui sont prévus pour les 5 ans pour transformer l'agriculture et lui redonner ses lettres de noblesse. Parmi les actions qui sont proposées, bon, on parle beaucoup des normes européennes, mais on sait très bien, et en agriculture peut-être encore plus qu'ailleurs, qu'il y a les normes européennes et puis il y a les normes nationales. Quelquefois, il y a même des normes régionales. Donc, et l'agriculture subit ces surnormes qui sont mises pour les conditions de production. Et donc, ce sont des coûts supplémentaires.
Alors c'est vrai que ça a un avantage, c'est qu'on a une agriculture en France qui est de qualité, hein, à tous les niveaux, hein, que ce soit une agriculture conventionnelle, une agriculture plus industrielle. Les surnormes nous amènent à produire des produits de haute qualité, mais cette qualité-là n'est pas valorisée. Et une des propositions est de créer des labellisations qui mettent en avant ces produits qui sont d'une qualité supérieure à des produits qui vont nous arriver, par exemple, d'Italie ou d'Espagne, qui sont aux normes européennes, mais qui ne sont pas au même niveau de normes que la France. Alors cette labellisation-là, elle va pas forcément être très facile à faire, mais il faut s'y atteler. Et il faut aussi que le consommateur, lui, puisse la reconnaître, cette labellisation. Puisque, à la fin, c'est quand même le consommateur qui achète les produits. Et il faut que le consommateur puisse s'y retrouver entre un produit qui est d'une bonne qualité, qui est produit en France, ou un produit qui est importé. Donc il y a tout un travail à mener à différents niveaux, de la production à la commercialisation, pour à la fin que les agriculteurs puissent vivre de leur métier, puisque c'est le but ultime. Il y a aussi les circuits courts qui vont être encouragés, le développement aussi de l'agriculture biologique, puisque les consommateurs font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, et ils s'intéressent aussi à ces filières. Une proposition est de mettre dans les cantines, à terme, 50% de produits issus de circuits courts ou de circuits biologiques. Alors c'est intéressant à plusieurs niveaux. C'est intéressant au niveau de l'écoulement des produits, mais c'est aussi intéressant par rapport à la santé et par rapport à l'éducation des enfants. Parce que si les enfants apprennent à bien se nourrir dès l'enfance, et la cantine est un bon moyen pour apprendre à manger correctement, on peut espérer qu'ils prendront de bonnes habitudes alimentaires pour l'âge adulte, et que ça permettra aussi d'éviter un bon nombre de maladies. Donc ces produits de qualité dans les cantines doivent être encouragés forcément par l'État, puisqu'il ne faut pas que ça engendre une augmentation du prix de la cantine pour les familles, ce qui pourrait avoir un effet contre-productif et inciter des familles à ne plus mettre leurs enfants à la cantine. Alors qu'on sait que souvent, dans bien des familles, eh bien les enfants, s'ils vont à la cantine, ils ont au moins un repas équilibré par jour, et c'est important de conserver et même d'encourager les cantines en y mettant évidemment des produits de qualité. Ces questions agricoles nous amènent aussi à parler un petit peu d'environnement, puisque dans les activités qui tournent autour de l'agriculture, il y a aussi certains volets environnementaux, et par rapport aux énergies nouvelles, le créneau de la méthanisation est un créneau qui se développe, qui est en cours d'étude, qui évolue. Nous sommes sur un territoire où on peut développer beaucoup d'énergies nouvelles. Nous avons le bord de mer, le département de la Manche avec tous ces kilomètres de côte a quand même un atout. L'hydrolien qui est développé au large de Cherbourg est encore en expérimentation, mais les technologies évoluent et on peut espérer que très rapidement nous pourrons avoir de la production d'énergie par l'hydrolien, l'éolien en mer aussi. J'ai parlé de la méthanisation, et puis il y a aussi les panneaux solaires qui évoluent. Il y a 15-20 ans, on disait les panneaux solaires dans un climat comme le climat normand, c'est pas forcément adapté. Mais la technologie a évolué, les panneaux sont de plus en plus performants, et même notre territoire est compatible avec l'énergie solaire. Donc tout ça, ce sont des nouvelles voies économiques qui sont intéressantes et qui doivent être développées. Au niveau de l'environnement et de la transition énergétique, il y a aussi le volet habitat et rénovation de l'habitat, puisque nous avons beaucoup dans nos villes et dans nos bourgs un habitat d'après-guerre qui n'est plus conforme ni dans sa conception ni sur le plan énergétique. Et là, il y a aussi toute une politique à mener pour redonner de la vie à ces logements, les réadapter et les amener aux normes d'aujourd'hui sur le plan énergétique. Voilà 2 ou 3 points que je souhaitais. Effectivement, sur le domaine du logement, et notamment le logement des jeunes,
Emmanuel Macron s'est engagé à la rénovation d'1 million de logements en France. On sait que, comme le disait Marilène, dans certains bourgs ruraux, l'état de l'habitat, et notamment sur les performances thermiques, les résultats sont catastrophiques. Donc il y a du boulot dans ce domaine-là. L'État souhaite accompagner, par des mesures fiscales ou des aides directes, souhaite accompagner la rénovation des logements vétustes. C'est là aussi une ambition légitime. Je voudrais revenir rapidement sur l'agriculture. Je vais vous parler de situations dramatiques. On a assisté, lors de 2 réunions, à des témoignages d'agriculteurs qui, pour nous, ont été particulièrement bouleversants. On a aujourd'hui sur notre territoire des gens qui travaillent 70 heures par semaine, qui ont investi, qui travaillent depuis 30 ans, 40 ans, et qui ont un salaire mensuel qui est parfois inférieur à 500 euros. C'est de l'esclavagisme. Donc l'État doit là aussi mettre autour de la table, et de façon très urgente, tous les intermédiaires entre les producteurs et la distribution, tous les intermédiaires qui tirent profit, un profit anormal du travail des agriculteurs, sans quoi on court à des catastrophes. On a malheureusement un taux de suicide dans le Mortainais notamment, du monde agricole, parce que les situations sont insupportables. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils n'ont même plus la force d'aller dans la rue. N'importe quelle profession, on leur donnerait 500 € par mois pour vivre, ils seraient dans la rue, casseraient tout. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont attachés à leur travail, ils travaillent, donc ils doivent être payés justement du travail qu'ils accomplissent. Et là, l'État doit prendre ses responsabilités. On sait qu'il y a des lobbies, on sait qu'il y a des grosses structures dans lesquelles nos agriculteurs sont pieds et poings liés, mais ça, c'est insupportable. On ne peut pas tolérer ça plus longtemps. Donc c'est à l'État d'agir, d'être un acteur majeur pour permettre à ce que ces agriculteurs puissent vivre décemment du fruit de leur travail. C'est important, c'est essentiel, et moi je porterai ce combat parce que je trouve tout à fait anormal qu'on puisse exploiter aujourd'hui des gens, comme le disait Marilène, qui travaillent, qui entretiennent aussi nos territoires. 73% du département de la Manche est un département naturel, et qui l'entretient, ce sont les agriculteurs. Ne l'oublions pas non plus. Donc là encore, c'est un sujet majeur, urgent, sur lesquels on doit intervenir très très vite. Voilà, ça me paraissait important de le repréciser. Je voudrais parler aussi de la santé. Là aussi, c'est un sujet majeur pour notre territoire, l'organisation de la santé sur notre territoire. On a certainement à Avranches ou à Granville une offre médicale qui est, je dirais, satisfaisante. Quand je parle d'offre médicale, c'est à la fois la médecine de ville, votre médecin généraliste, ou bien la médecine hospitalière. Parce qu'effectivement, on a la chance sur ces territoires d'avoir un établissement hospitalier et d'avoir un nombre de praticiens qui est satisfaisant, qui permet à chacun, en 24 heures, de trouver un rendez-vous chez son médecin. Mais ça, ce n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire. Si vous allez dans le Mortainais, si vous allez au Teilleul, si vous allez peut-être à Pontorson, monsieur le maire me dira si c'est vrai, mais en tout cas, le nombre de médecins généralistes est en baisse. Et c'est sur certains territoires aujourd'hui une quasi-impossibilité de trouver quelqu'un qui va reprendre l'activité. Aujourd'hui, c'est fini la médecine où on travaille 70 heures. Aujourd'hui, les médecins, ils veulent travailler 35 heures et ils veulent effectivement qu'on leur propose des systèmes où leurs conditions de vie soient adaptées. Alors, il y a des procédés qui se sont mis en place, des maisons de santé, des PLSA, qui sont aujourd'hui, qui répondent particulièrement bien à cette nécessité de faire évoluer la médecine. Je prends un exemple, le PLSA de Saint-James, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est une maison de santé qui s'est créée maintenant il y a plusieurs années, dans lesquelles on trouve 6 médecins généralistes. Voilà, Saint-James a 6 médecins généralistes. Mortain, aujourd'hui, il doit rester 2 médecins généralistes. Donc vous imaginez l'avenir avec des gens qui sont un peu âgés et qui aujourd'hui ne trouvent pas de repreneurs à leur activité. Ça veut dire pour la population, un service de santé qui va devenir inexistant. Comment voulez-vous garder des gens à vivre sur un territoire si on n'a pas un minimum une offre médicale? Là aussi, on doit accompagner cette évolution de la pratique de la médecine en créant des structures type maison de santé. Qu'est-ce qui se passe à Saint-James? Ces 6 praticiens, ces 6 médecins généralistes qui sont dans la même structure avec des infirmières, avec des kinésithérapeutes, avec des dentistes. On a une structure globale et ces 6 médecins, ils ne travaillent pas de la même façon tous. Il y en a qui travaillent à temps partiel, il y en a qui travaillent plus de 35 heures, mais le fait d'être groupés par 6, ils mutualisent le côté administratif et puis surtout ils se complètent par leur activité. Quand il y en a un qui veut travailler ou une, parce qu'il y a aussi des femmes qui ne souhaitent pas forcément travailler à temps plein, eh bien vous pouvez avoir une femme médecin qui va travailler 18 heures, et puis un autre médecin qui va travailler plus de 35 heures. En tout cas, ce qui est important, c'est que quand on veut un rendez-vous à Saint-James, eh bien on a quasiment immédiatement un rendez-vous avec un médecin généraliste. Peu importe comment c'est organisé, ce qui est important, c'est que l'offre, elle existe. Donc on doit, dans notre département de la Manche, et on est un département novateur, parce que ces maisons de santé, il y en a beaucoup. Il y a des projets qui sont en cours à Ducé, à Sartilly, il y a des projets qui se sont faits déjà sur d'autres villes. Eh bien, continuons à accompagner ces créations de maisons de santé, et on répondra
à ce déficit de médecine de ville. Je prends un chiffre pour le Mortainais, hein, qui est un territoire particulièrement déficitaire. On est en dessous de la démographie médicale française. Voilà. Mortain aujourd'hui est en dessous des chiffres, des moyennes constatées en France. Donc il faut accompagner ce territoire. Ça veut dire qu'il faut que l'État, dans le Mortainais, aide à l'implantation d'une maison médicale. Attention, une maison médicale, ça ne veut pas dire construire les bâtiments et aller chercher des médecins après. C'est d'abord avoir des praticiens qui soient prêts à participer à ces projets-là, qui participent à la construction, c'est-à-dire quel établissement il vous faut, quel type d'installation, quel type de bâtiment, quelle taille de bureau. Construisons ensemble le projet. La collectivité, l'État vous accompagnera financièrement et ensuite vous pourrez exercer en nombre dans ces locaux. Une autre piste à creuser pour couvrir cette démographie insuffisante, cette démographie médicale insuffisante, hein, c'est aussi travailler sur la complémentarité entre le public et le privé. On a aujourd'hui un hôpital public qui souffre certainement d'un manque d'argent et dans lesquels certains services ont disparu. On a en parallèle des cliniques dans lesquelles là on a une offre qui est bien souvent plus importante. Eh bien, nous ne travaillons plus en opposant le public et le privé, mais travaillons ensemble sur une offre complémentaire qui permette d'offrir encore une fois aux habitants un panel suffisamment large de prise en charge médicale. De la même façon, on peut très bien concevoir que des médecins de l'hôpital aillent, je parlais du Mortainais, aillent travailler quand il y a une épidémie importante, quittent l'hôpital, aillent ponctuellement passer une semaine, 15 jours, travailler dans des secteurs déficitaires pour, là aussi, couvrir l'offre médicale. Vous savez quel est le constat dans le Mortainais? Les gens ils vont nettement moins chez le médecin. Parce qu'ils ont perdu l'habitude d'aller chez le médecin, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins. Donc, on a effectivement des pathologies beaucoup plus importantes dans certains secteurs parce qu'il n'y a pas d'offre médicale suffisante. Donc là aussi, c'est une équité qui doit exister sur notre territoire. L'État doit prendre ses responsabilités et doit offrir une offre équitable de médecine, quel que soit l'endroit où on habite en France. C'est pas parce qu'on a choisi de vivre dans un secteur rural qu'on doit être pénalisé et qu'on ne doit pas être pris en charge correctement médicalement. Il y a des efforts à faire, des efforts, encore une fois, à l'investissement, mais aussi sur l'accompagnement pour ces structures. Je parle de la médecine. Et je parlais d'équité tout à l'heure. Il y a une mesure qui me paraît particulièrement équitable dans les mesures de notre président, c'est celle qui consiste à rembourser à 100% les frais de prothèses auditives, les frais dentaires et les frais de lunettes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se font pas soigner, là aussi parce que ça coûte trop cher. Donc l'engagement qui est pris par notre président, c'est qu'au bout de son mandat, au bout des 5 ans, 100% de ces frais soient pris en charge, soient remboursés en totalité. Ça veut dire que tout le monde, dans 5 ans, pourra s'acheter des lunettes s'il a besoin de lunettes. Alors comment on va faire? Eh bien, c'est bien facile de l'annoncer. Hein. Bien là aussi, par la négociation, dans un premier temps, on va mettre autour d'une table les mutuelles, les fabricants et l'État. Et puis on va imposer, ou on va, si tout se passe bien, faire en sorte que ces mutuelles aient un taux d'intervention qui soit suffisamment important, que les fabricants aient un coût de fabrication qui soit inférieur, pour permettre, sur un certain nombre de matériel, que ce soit effectivement remboursé à 100%. C'est simplement, à mon sens, une question d'équité là aussi. C'est anormal qu'en France, des gens ne puissent pas se soigner dans ces domaines-là, qu'on ne puisse pas s'équiper de prothèses auditives, simplement pour une question budgétaire. Donc je trouve que cette mesure est particulièrement pertinente. On parlait de la médecine, et Marilène, on a un peu parlé tout à l'heure. Quand on parle médecine, on parle souvent de la maladie. Mais avant d'être malade, on est en bonne santé. Et pour éviter d'être malade, il y a des actions de prévention à mener. Et là, notre président souhaite que la prévention soit particulièrement creusée pendant ce mandat. La prévention, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'école, apprendre des bonnes pratiques alimentaires. On parlait de la cantine tout à l'heure. Effectivement, si on mange bien à la cantine, si on apprend à manger des choses différentes, eh bien ça évitera d'avoir, par la suite, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, des soucis alimentaires. Et là aussi, par la prévention, on évite de tomber malade plus vite. La prévention, c'est aussi dans l'entreprise. Il y a des gens qui ont des postes de travail répétitifs, où on fait toujours le même mouvement, où peut-être on ne se baisse pas correctement, où on n'a jamais appris à porter une charge correctement. Et bien au bout de 10 ans, 15 ans de pratique, on a des problèmes de dos, on a des problèmes de genoux. Là aussi, la prévention doit être quelque chose d'essentiel au sein de l'entreprise. Apprenons à travailler correctement, et on aura des pathologies moins rapidement. On parle de vieillissement. Aujourd'hui en France, il faut en faire le constat, on n'a jamais vécu aussi longtemps. On peut s'en réjouir, hein, évidemment. Simplement, il faut voir comment se passe le vieillissement et l'accompagnement de cette dépendance qui, malheureusement, peut se mettre en place au fil du temps. On manque aujourd'hui de places en établissement, en EHPAD. Hein. On manque de places d'accueil quand, malheureusement, il faut quitter le foyer familial, son domicile, et intégrer un EHPAD, parce qu'on a un niveau de dépendance qui ne nous permet plus de vivre à la maison.
Donc l'État doit là aussi accompagner la création de places supplémentaires. C'est indispensable, on vit plus longtemps, simplement, bien, puisqu'on vit plus longtemps, on a une dépendance qui se met en place, on n'a jamais eu autant de gens malades de la maladie d'Alzheimer, parce qu'on vit plus longtemps. Bien, accompagnons décemment ce vieillissement, cette dépendance. Là aussi, c'est une obligation que l'État doit se fixer, et notre président souhaite avoir une action, avoir un budget consacré à l'augmentation de places dans les EHPAD. Moi, je peux vous livrer un témoignage très local. Nous avons un EHPAD à Saint-Père, 81 lits. Nous avons actuellement en liste d'attente près de 200 personnes. Voilà. Et quand on a construit cet EHPAD, on nous a dit « vous ne le remplirez jamais ». Vous imaginez où on en est aujourd'hui, on pourra en construire un deuxième, un troisième à côté, et on ferait le plein. Ça veut dire que des demandes, il y en a. Il y a des gens en souffrance à la maison, il y a des gens qui ne trouvent pas de place à proximité de chez eux, et ça crée des situations bien souvent catastrophiques. Ça m'amène à parler des aidants naturels. Ces gens qui accompagnent un proche, son père, sa mère, mais parfois son conjoint, qui est justement dans un état de vieillissement, un état de dépendance, je parlais d'Alzheimer tout à l'heure, avec une impossibilité de rester à vivre à la maison, et bien souvent, s'il reste à vivre à la maison, une difficulté, une souffrance psychologique et physique très importante pour celui qu'on appelle l'aidant, celui qui vit à côté. Quand c'est son mari ou quand c'est son épouse, on se doit de l'accompagner, on veut l'accompagner. Simplement, il y a une usure particulièrement importante qui se met en place. C'est difficile d'aider quelqu'un qui a Alzheimer, quelqu'un qui a besoin d'une surveillance 24 heures sur 24. Bien aujourd'hui, on a des structures qui commencent à se mettre en place, d'accueil temporaire, des maisons d'accueil temporaire, où on va pendant 3 jours, 4 jours, parfois 2 heures. Parfois, ça suffit pour souffler 2 heures. On a une démarche administrative à faire, il faut aller faire un papier à la mairie. Ben, je ne peux pas laisser mon proche tout seul parce qu'il va être en danger. Permettez-moi d'avoir des structures où, effectivement, on va accueillir ces personnes-là en toute sécurité et ça va permettre aux aidants de souffler. On a des constats très clairs. Bien souvent, les aidants déclenchent des pathologies, bien souvent décèdent avant la personne qui est dans un état de dépendance. Parce que c'est psychologiquement et physiquement beaucoup trop difficile d'accompagner ces personnes en situation de dépendance. Là, l'État doit prendre aussi ses responsabilités. Créons des maisons d'accueil temporaires en nombre suffisant pour permettre de souffler quand ces situations dramatiques se produisent. Ces maisons d'accueil temporaire, c'est aussi des fois tout simplement votre père, votre mère qui est à l'hôpital, et puis on vous appelle un matin en disant bah, votre père il va sortir la semaine prochaine, vous devez le récupérer chez vous. Ah bah oui, mais comment je fais? J'ai pas de place à la maison, ou bien je travaille, on travaille à 2, ou bien j'ai personne pour l'accompagner dans la journée, ben comment je fais? On a dans nos mairies des coups de fil toutes les semaines. Monsieur le maire, aidez-moi, je ne sais pas comment faire. Voilà, je dois prendre en charge un membre de ma famille, je ne sais pas comment faire. Donc là aussi, l'État doit accompagner ce vieillissement. C'est très bien qu'on vieillisse plus longtemps, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas spécialement envie de mourir ni les uns ni les autres, mais accompagnons ce vieillissement, cette dépendance, pour que ce ne soit plus une charge trop importante. C'est, à mon avis, un enjeu de société également. Voilà sur le domaine de la santé ce que je voulais évoquer avec vous. On vous laisse le micro, on passe au jeu des questions-réponses. Ça vous convient ça? Le plus difficile, c'est de se lancer. C'est le premier qui pose la question. On a un micro. Peut-être, j'ai pas poussé le micro. Voilà. Là, ça marche. Bon, je vais lancer la première question. Question qui intéresse, je pense, aussi beaucoup de monde. Vous nous avez parlé de la santé, moi je vais vous parler du handicap. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société, tout rose sur le papier. On a des députés de diverses générations qui votent des lois sur le handicap et qui, au moment de mettre des bâtiments publics aux normes, on fait, j'allais dire, une prorogation de la mise en application de cette loi. Et puis, allez, on voit plus tard, de toute façon, et je sais de quoi je parle, pour moi, un handicapé, c'est pas un citoyen de seconde zone. Donc aujourd'hui, j'aimerais savoir ce que notre président, bon, j'ai entendu parler de l'autisme parce qu'il trouve complètement anormal que les autistes français partent en Belgique pour avoir une éducation, j'allais dire, adaptée à leur maladie. Le handicap, il faut savoir que le handicap nous guette tous. Demain matin, on peut très bien avoir un accident de voiture, se retrouver dans un fauteuil roulant pour une raison X ou Y, et derrière se retrouver devant n'importe quelle mairie
devant n'importe quel bureau de poste, devant n'importe quelle église, je veux dire, on peut les citer, les écoles et compagnie, par rapport au handicap. Donc aujourd'hui, je pense que là aussi, on a un réel travail, on a un constat qui est là, et que, tout comme le droit du travail, tout comme la réforme de la santé, tout comme le programme que vous nous avez décrit aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand coup de pied dans la fourmilière à donner, parce que liberté, égalité, fraternité. C'est vrai que le domaine du handicap, le sujet du handicap est un sujet très large. Vous avez évoqué la prise en charge à l'école. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'enfants qui présentent des handicaps, et notamment des enfants autistes, qui ne sont pas accueillis dans les établissements scolaires. Alors bien souvent parce qu'on n'est pas capable de mettre en place un accompagnement nécessaire. On a des assistants de vie scolaire, il en existe en nombre. Bien souvent, ce sont des gens qui sont peu formés, qui se retrouvent dans ces fonctions et qui sont dépassés. Il y en a d'autres qui font très bien leur métier. Donc si on veut permettre l'insertion ou la scolarisation des enfants en situation de handicap à l'école, il faut mettre là aussi des moyens, avoir des personnels formés. C'est un personnel par enfant, bien souvent, parce que notamment dans le cadre de l'autisme, là il y a d'énormes progrès à faire et des budgets à y consacrer. De la même façon, il y a des jeunes qui ne sont pas en scolarisation dans des structures dites classiques. Là aussi, on manque de place, je parlais d'EHPAD tout à l'heure, on manque de place dans les structures IME, IMPRO, pour accueillir la totalité. Il y a des familles qui se retrouvent à prendre en charge à la maison des enfants en situation de handicap parce qu'il n'y a pas de place dans les établissements. Là aussi, ça passe par un engagement financier de l'État, c'est souvent le nerf de la guerre, comme on dit, mais ça passe pour moi aussi comme une priorité. On ne doit pas, parce qu'on présente un handicap, être mis à la marge ou ne pas bénéficier des mêmes services rendus par l'État. Et puis la mise en accessibilité des bâtiments, vous l'avez très bien signalé, c'est une date limite que l'on repousse à chaque début de mandat. On est aujourd'hui à 2025, je crois, pour mettre en accessibilité nos bâtiments. Moi, je peux parler en tant que maire, c'est effectivement des budgets importants, on le fait, on est en train de mettre en accessibilité notre mairie. C'est progressif, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Je pense que si on est capable d'aider, si l'État est capable d'aider effectivement les collectivités à travers certains dispositifs qui existent, on arrivera à terme à rendre accessible au moins un cheminement piéton pour aller d'un bâtiment public à l'autre. Il y a des communes où c'est impossible de rendre tout accessible, on ne va pas démolir des maisons. Et puis il y a aussi des mesures de bon sens à mettre en place dans certains bâtiments publics. On peut aussi parfois créer un bureau au rez-de-chaussée qui soit destiné à l'accueil, plutôt que de faire des travaux énormes au premier étage. Voilà, soyons pragmatiques aussi, mais je partage tout à fait votre vision sur le sens de l'équité. On doit, même si on est en situation de handicap, pouvoir bénéficier de tous les services publics de la même façon que n'importe quel citoyen. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a des gros efforts à faire, on part de loin. Je pense que c'est une sensibilisation qui aujourd'hui est faite. Donc accompagnons au maximum cet accueil du handicap, cette prise en charge du handicap. Une autre question? Toujours sur la santé, au niveau de la pénurie de formation des professionnels de santé, qu'en est-il? Là aussi, il y a des efforts à faire. On parlait tout à l'heure de la médecine de ville, on parlait des médecins généralistes. Le numerus clausus en l'état, il est plus adapté à nos besoins. Simplement, une réforme du numerus clausus, avant que ça porte ses effets, il va falloir 5 ans, 6 ans, 7 ans, on sait que c'est des formations longues. Par contre, je suis favorable sur ces jeunes médecins en formation, dont les formations sont financées par l'État, sur de l'argent public, qu'ils aient en contrepartie des obligations. Aujourd'hui, on n'a pas d'obligation. Voilà. Je pense que vu cette insuffisance de médecins généralistes, on doit, dans les futures formations, imposer à ce que des médecins généralistes aillent pendant un certain nombre d'années exercer dans des endroits qui sont déficitaires. On doit aussi favoriser les stages. On sait aussi qu'un jeune médecin qui va effectuer un stage dans un secteur déficitaire, eh bien, il va découvrir ce secteur, et puis peut-être il va avoir envie de s'y installer. Donc je vous parlais tout à l'heure de maisons de santé, c'est un constat qui est fait dans quasiment toutes les maisons de santé. Des jeunes stagiaires ou des jeunes internes qui font un stage dans ces endroits-là ont plutôt envie derrière d'y rester parce qu'ils se familiarisent avec le territoire, avec une clientèle aussi, et ça peut créer des vocations. Mais je pense qu'on n'arrivera pas à résoudre si on n'impose pas certaines choses. Voilà, si on n'impose pas un équilibre sur le territoire français d'installation de médecins. On a une surprésence de médecins sur la zone Côte d'Azur, voilà, où justement ça génère des pratiques qui sont assez déplacées. Voilà, ça génère une surfréquentation et on envoie chez les collègues et vous revenez me voir demain. Ça engendre bien souvent des dépassements d'honoraires également. Voilà, là aussi il y a des économies à faire. Et à côté de ça, on a des secteurs déficitaires. Donc retrouvons les moyens de mettre en place un équilibre, imposons certaines choses.
Vous parliez donc de la PACA, il y a un gros problème au niveau de la PACA dans les soins depuis des années. On n'a jamais rien fait. Oui, je ne connais pas particulièrement le territoire en termes de pratique médicale. Mais si vous le dites, je vous crois. Voilà. Vous parliez de l'équité tout à l'heure au niveau du territoire. Par contre, concernant l'Internet ou la fibre, est-ce que vous pouvez... Sujet important du territoire. Internet, fibre optique, bien sûr, et téléphonie mobile. Parce qu'aujourd'hui, nous qui nous déplaçons beaucoup en voiture, je peux vous dire que téléphoner en voiture avec des dispositifs autorisés, bien sûr, c'est compliqué, on est coupé assez souvent. Sur le désenclavement d'un territoire ou sur la désertification, la fibre optique aujourd'hui est indispensable. Le déploiement de la fibre optique est en cours, effectivement. Hein. Je vais laisser Marie-Hélène vous l'expliquer parce que c'est une de ses compétences au conseil départemental. Je vais simplement dire, avant qu'elle vous présente ça, que l'État s'est engagé dans son plan d'investissement de 50 milliards de consacrer 15 milliards d'euros au numérique, dans un sens très large. Donc, c'est à la fois l'accompagnement du déploiement de la fibre optique, mais c'est aussi de la formation numérique, c'est aussi du renouvellement de matériel. Mais là aussi, notre président, qui est un président jeune, connaît l'importance du numérique et souhaite y consacrer une somme très importante pour rattraper un certain retard. Sur le plan plus local, effectivement, le déploiement de la fibre optique, c'est un sujet majeur, on en entend parler dans toutes nos réunions publiques et je vais laisser Marie-Hélène vous en parler parce qu'elle maîtrise ce sujet qu'elle porte au sein du conseil départemental. Oui, vous savez que le département a fait le choix de développer la fibre. Hein. Le département de la Manche a quand même été pionnier dans ce domaine, hein, puisque notre département rural, évidemment, n'intéressait aucun industriel pour le déploiement de la fibre, puisque l'objectif des entreprises qui déploient la fibre, c'est de faire des recettes, et c'est plus facile d'aller faire des recettes là où il y a beaucoup de population que sur un territoire rural. Donc c'est ce qui avait amené le département donc à se lancer dans le projet et à créer un réseau d'initiatives publiques. Donc le projet est porté par le département, c'est un projet sur 15 ans, hein. Le but c'est la fibre chez l'habitant pour tous. Le projet a pris forcément un peu de retard parce que quand on est pionnier sur un projet et qu'on découvre les problèmes à chaque pas et à chaque étape, ça engendre des retards et qui peuvent être divers. Hein. Ça a été aussi bien des complications sur le plan juridique parce que c'était nouveau, il y avait des conventions à faire, des difficultés avec les autres fournisseurs de réseau que peuvent être le réseau électrique et le réseau téléphonique en place, puisque la fibre optique, elle s'appuie aussi sur des poteaux EDF ou sur des poteaux téléphoniques. Ça fait partie de toutes les difficultés. On est dans une zone très bocagère, donc quand il faut élaguer, quand les arbres n'ont pas été élagués le long des lignes téléphoniques, il y a toute une procédure. Il a d'abord fallu permettre, parce que la loi ne permettait pas au département de faire exiger l'élagage des haies sur les lignes électriques, enfin j'en passe. Donc là on avance puisque les premières prises sont en vente et ont été vendues sur le secteur de Saint-Hilaire, hein, qui a été le premier secteur là, à ouvrir sur notre Sud-Manche. Évidemment, les grands opérateurs ne sont pas présents, hein, mais il y a quand même 5 ou 6 opérateurs qui proposent leurs services à des tarifs corrects et ce sont des opérateurs qui sont évidemment moins connus que nos grands opérateurs nationaux, mais qui ont fait leurs preuves sur certaines régions françaises et qui donnent satisfaction. Donc on avance doucement. Là, on est dans la première phase de déploiement. Hein. Il y avait un déploiement sur 15 ans et on est dans la première phase. Évidemment, il va falloir que l'État abonde pour continuer à financer ce déploiement parce que ça coûte très très cher. Il faut savoir qu'une prise, c'est environ 1 000 € d'investissement. Et le projet à terme est de faire 350 000 prises. Donc c'est vraiment un très gros effort au niveau du département. Donc ça avance. Évidemment, ça ne peut pas être déployé partout dans la Manche en même temps, hein, de toute façon, ne serait-ce que par rapport aux entreprises qui interviennent. Alors il y a des alternatives, et donc le réseau hertzien, hein, vous avez entendu parler du réseau MIMO, qui est en train d'être déployé. C'est pareil, ça vient remplacer l'ancien réseau Wi-Fi Max qui était complètement saturé et
ne donnait plus satisfaction. Hein. Je siège à Manche Numérique et je ne vous dis pas le nombre d'appels parce que c'est vrai que quand les gens ne savent plus où appeler, que leur fournisseur d'accès en Wi-Fi Max ne répond plus, ils appellent Manche Numérique et donc je ne vous dis pas le nombre d'appels qu'il peut y avoir sur le Wi-Fi Max. Donc le réseau MIMO, c'est pareil, il a déjà été essayé et déployé sur plusieurs secteurs. Quand il est installé, ça fonctionne bien. Hein. On a eu une réunion il y a quelques semaines à Saint-Auvin et on a eu des retours de l'expérimentation qui avait été faite sur le Ménilhausen où le réseau MIMO fonctionne bien. Donc là, c'est en cours de déploiement, mais c'est pareil, il y a aussi quelquefois des difficultés pour trouver un endroit accepté par tous pour mettre les relais. Hein. On a une réunion programmée très prochainement au Val-Saint-Père, parce que là, on est dans une situation hyper compliquée, et donc il faut arriver à avancer. Il y a un besoin qui est énorme, hein, parce que maintenant, vivre sans Internet, c'est inenvisageable. Le besoin est énorme, on avance. Le département de la Manche est regardé de façon très intéressée par différents départements de France. Il y avait encore des gens de Vendée qui étaient à Manche Numérique la semaine dernière pour voir un peu comment on déployait l'Internet sur le département. Mais il faut un peu de patience parce que ça ne va pas arriver chez tout le monde en même temps. Mais normalement, le réseau MIMO va permettre d'attendre la fibre pour ceux qui auront la fibre un peu plus tard. Voilà. La téléphonie, c'est dans le domaine des opérateurs. Tout à fait. Hein. La téléphonie, là aussi, l'État doit prendre ses responsabilités. On a aujourd'hui des opérateurs téléphoniques nationaux qui, finalement, se moquent de leur clientèle. On vous vend une offre qui vous indique 95% du territoire couvert, et en fait, c'est totalement faux. Dans le département de la Manche, je peux vous dire qu'il y a une seule zone blanche d'identifier, au Va, dans le haut de la Manche. Vous constatez tous, quand vous êtes avec votre téléphone, que des zones blanches, il y en a en quantité. Hein. Simplement, lorsqu'on vient faire des relevés, on se met au pied du pylône, et on évite surtout de s'y écarter, et on vous dit, regardez, vous avez une offre qui est adaptée, il n'y a pas de souci, hein, vous avez une qualité de service, il n'y a pas de problème. Donc là aussi, c'est à l'État d'imposer à ces opérateurs nationaux, il faut les mettre autour d'une table, les Orange, les Free, les SFR, et puis de leur dire, voilà, vous avez des engagements contractuels, vous devez tenir ces engagements, sans quoi vous avez des pénalités financières. C'est une prérogative d'État. On parlait d'équité tout à l'heure, on doit pouvoir téléphoner de façon quasi identique partout sur le territoire. En ce qui concerne la fibre optique, je parlais de mondialisation, aujourd'hui on doit offrir un débit Internet qui soit suffisant partout. On a un nombre croissant de personnes qui apprécient notre territoire, qui souhaitent y vivre, y travailler des fois à distance. Donc offrons la possibilité là aussi de travailler à distance. Vous l'avez très bien cerné. On attend tous l'arrivée de la fibre optique. On sait que Manche Numérique y travaille avec beaucoup d'énergie. Je pense qu'avec un peu de patience, on dira que c'est du passé et on pourra travailler correctement sur notre territoire. Mais le constat qui est fait ici est le même un peu partout sur le territoire. On est pour autant un département où on a pris cette compétence en charge avec beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de budget et l'État devra accompagner dans ce plan de 15 milliards d'euros qui est prévu. Oui, j'avais 3 questions à poser. Je me permets de tutoyer parce que ça fait suffisamment longtemps qu'on se connaît. On a travaillé une vingtaine d'années ensemble. Tout à fait. Et je m'aperçois que ta formation en tant qu'enseignant devait être très bonne parce que tu es assez loquace. Je voulais te poser d'abord cette question-là. On entend dire, enfin, c'est même pas on entend dire, c'est que M. Macron veut faire passer ces réformes par ordonnance. Alors moi, je voudrais savoir ce que tu penses de cette façon de faire passer ces réformes. Ne penses-tu pas que le député va perdre justement une partie de son autonomie si le fait de signer un chèque en blanc lui permet de faire passer toutes ces réformes? Ça, c'est ma première question. Tu as parlé de l'enseignement, dont je te rejoins au niveau de l'apprentissage. C'est vrai que nous qui travaillons en enseignement spécialisé, nous avons besoin de travailler avec les entreprises pour aider nos élèves en difficulté à trouver un poste. Il y a une seule chose que tu as oubliée, mais je pense que c'est une omission de ta part. Au niveau des lycées professionnels, on a supprimé énormément de formations techniques. Un exemple, la Maisonneuve à Sérance cherche des soudeurs. Le lycée professionnel, il y a quelques années, en chaudronnerie par exemple à Granville, a fermé donc cette formation-là. Un autre, et le dernier sujet dont je voulais t'entendre un petit peu, justement, tu as parlé vous parliez de la ruralité, vous, Madame Filiatre. Toi, tu parlais aussi du domaine médical.
il faut quand même savoir que les jeunes qui sont formés, je pense aux internes, ils ne sont pas à 35 heures, ils sont à 60, 70 heures pour 1 400 € par mois. Si ces internes-là ne travaillaient pas dans les hôpitaux, on pourrait fermer les hôpitaux. Donc, et je pense que les médecins ne veulent plus travailler dans l'hôpital public parce qu'ils sont mal rémunérés et ils préfèrent, je vais le dire tel que je le pense, s'enrichir dans le domaine privé. Et je pense que justement, même, M. Denot pourrait nous le dire, même si on installe des maisons médicales de premier choix, puisque ça ne suffira pas pour faire venir les médecins ont aussi besoin, pour eux, leurs familles et leurs enfants, de beaucoup de choses culturelles. Et justement, le problème de la ruralité est là, puisqu'on entend dire aussi qu'il faut supprimer un nombre important, c'est-à-dire 120 000 fonctionnaires dans les 5 ans. On parle aussi du domaine de la fonction publique territoriale. Au niveau des enseignants, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, puisque on va vouloir mettre des postes d'enseignants, ça à juste titre d'ailleurs, au niveau des CP, comme tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord là-dessus, il faut mettre le paquet à l'école primaire, parce qu'on a trop de difficultés avec les élèves au collège qui ne savent, un pourcentage même assez important, ne sait pas suffisamment lire. Donc quand on ne sait pas lire, on ne peut pas faire de mathématiques, on ne peut pas lire un énoncé mathématique. Donc je voulais justement connaître ta position justement là-dessus, sur l'enseignement, et puis le fait que les maisons médicales ne suffiront pas justement pour faire venir ces médecins. Effectivement, l'organisation de la santé, hein, c'est un souci, je l'ai évoqué tout à l'heure. Les maisons médicales, c'est une réponse. L'organisation de l'hôpital aussi. Je n'ai pas évoqué l'organisation de notre territoire en groupement hospitalier territorial. On a aujourd'hui 6 hôpitaux sur ce territoire. Granville-Avranches, Pontorson, Saint-James, Saint-Hilaire et Mortain. Effectivement, aujourd'hui, cette organisation, elle est faite dans le cadre d'un groupement hospitalier territorial. Mais le constat que tu fais de ces internes, qui travaillent beaucoup, qui couvrent aujourd'hui une offre médicale qui ne serait pas couverte avec les médecins en place. On peut parler des infirmières, c'est un sujet que tu connais bien. On a aujourd'hui des infirmières qui sont censées faire 35 heures, mais qui en font plutôt 40 et 42 ou 45, qui ne récupèrent jamais les heures qu'elles ont travaillées. On a une vraie souffrance aujourd'hui à l'hôpital public. Tu parlais du nombre de fonctionnaires. Effectivement, c'est une proposition de notre président de supprimer 120 000 fonctionnaires. Alors là, je te rejoins tout de suite. Comptez sur moi, je ne voterai jamais une suppression de fonctionnaires qui concerne des fonctionnaires que j'appellerais de proximité. Je ne voterai pas la suppression de postes d'enseignants, de postes d'infirmières, de postes de policiers, de postes de gendarmes ou de postes de gardiens de prison. Ces fonctionnaires-là, on en a besoin. C'est du contact quotidien, c'est du service public. Par contre, là où notre président souhaite supprimer des postes de fonctionnaires, c'est dans des administrations, des hautes administrations, où finalement on a une multitude de bureaux dans lesquels on a des gens, je vais peut-être être un peu trop cru, qui se lèvent le matin sans savoir ce qu'ils vont faire dans la journée. On parlait tout à l'heure des surnormes et du suradministratif. On impose aujourd'hui en France aux collectivités et aux entreprises un nombre de démarches administratives qui finissent par immobiliser tout projet. On met un temps fou à mettre en place un projet parce qu'il faut que ce projet-là il soit vu par telle instance, par telle administration, et on a là effectivement un nombre de fonctionnaires qui œuvrent, qui a une fonction, mais qui n'est pas toujours nécessaire. Donc, levons un petit peu ces blocages administratifs, simplifions les démarches administratives, et on pourra économiser un certain nombre de fonctionnaires, 120 000 en 5 ans. Bien sûr. On a aussi l'outil numérique qui doit pouvoir à terme remplacer un certain nombre de fonctions. On sait aussi que si on supprime de l'emploi, on est plutôt dans l'idée d'en créer. Mais on doit pouvoir alléger les charges de l'État en supprimant 120 000 fonctionnaires. Je vous rappelle qu'il y avait un candidat qui en supprimait 500 000. 500 000, je ne sais pas comment on faisait. 120 000, c'est faisable, mais je répète, je me battrai en tant que député, si je suis député, pour que ces suppressions de postes de fonctionnaires ne concernent pas des fonctionnaires que j'appelle de proximité. Ce ne seront pas des enseignants, des infirmiers ou des policiers. On en a besoin sur le territoire. De la même façon, notre président souhaite que 10 000 policiers soient embauchés le temps de son quinquennat pour couvrir la sécurité sur notre territoire. J'ai oublié la toute première question, Patrice. Les ordonnances, Oui. ce que tu penses de ça, Tout à fait. et le lycée professionnel, est-ce qu'on doit continuer à développer le lycée professionnel? Tout à fait. Les ordonnances, pour moi, c'est un moyen de passer des situations bloquantes. En France, aujourd'hui, on a une certaine inertie. Vous connaissez tout le cheminement que doit faire un projet de loi avant d'être adopté. Là, on a un passage au Sénat, on a un passage à l'Assemblée, on a un passage au Sénat, on a un nouveau passage à l'Assemblée. On a là, dans des situations urgentes, la nécessité de prendre des décisions rapides. Il n'y a rien de pire que de ne jamais décider. Donc effectivement, l'ordonnance permet de décider rapidement et dans certains domaines de faire avancer des sujets. Donc moi j'y suis assez favorable, à condition que ce soit bien utilisé. Je pense qu'on a un 49.3 aussi qui est possible à utiliser dans certaines situations.
je souhaite que ces ordonnances soient utilisées avec parcimonie, mais dans des situations qui le nécessitent. On a des domaines dans lesquels il faut aller vite, on a des situations qui sont bloquées, dans lesquelles le chef de l'État doit pouvoir, par le biais d'ordonnances, faire des avancées qui sont nécessaires. Notre pays a besoin d'être réformé. Donc je suis assez favorable aux ordonnances, à condition qu'elles ne soient pas mal utilisées. Et puis je vous rappelle que de toute façon, même dans le cadre de ces ordonnances, l'Assemblée nationale a aussi son mot à dire et a aussi sa validation à y apporter. Ce n'est pas un blanc-seing que l'on signe au chef de l'État. Je parlais tout à l'heure effectivement de l'apprentissage. Sur les lycées professionnels, on a une quantité de formations qui sont particulièrement pertinentes aussi. Je parlais de revaloriser l'image de l'apprentissage, mais il faut le faire aussi sur les formations dans les lycées professionnels. On a visité le lycée Léhec à Saint-Hilaire. C'est un lycée exceptionnel. On a une formation de qualité exceptionnelle. Seulement, on ne trouve plus de jeunes pour aller dans ces lycées professionnels. Là aussi, parce que la présentation qui en est faite n'est pas bonne. Parce qu'on dit, aller en formation professionnelle, c'est pas terrible, il vaut mieux que tu fasses des études. Et puis tu le sais comme moi, c'est que quand on est au collège au niveau des élèves, nos supérieurs nous disent envoyer les élèves vers l'enseignement général. Tout à fait, tout à fait. Et on doit à tout prix envoyer les élèves vers l'enseignement général. On doit avoir des statistiques dans lesquelles on a tant de pourcentage de jeunes qui poursuivent leurs études dans l'enseignement général. Alors qu'on a des jeunes qui veulent aller, mais on lui dit mais non, tu es un bon élève, tu vas certainement pas aller en lycée professionnel. Alors qu'on a des formations d'excellence. Voilà. Donc là aussi, il y a besoin de redorer l'image aux yeux des parents aussi, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas envie que leur enfant aille en formation professionnelle. Et puis on a aussi besoin de trouver une souplesse dans l'éducation nationale pour permettre à ce que ces orientations elles soient bénéfiques. Tout le monde n'a pas nécessité à faire des études dans la voie générale. Et encore une fois, on a des places dans les lycées. Tu parles des lycées professionnels, mais on peut parler des CFA. On a aujourd'hui des formations au CFA de Coutances, en couverture. On n'a plus de couvreurs. On a un nombre important de couvreurs sur notre territoire qui ne trouvent pas de main-d'œuvre parce que dans les CFA, on ne forme plus de jeunes, simplement parce qu'on présente ça aux jeunes comme des voies de garage. Donc là aussi, resteront ces voies qualifiantes dans lesquelles il y a du travail. Voilà, il y a un vrai travail à faire là-dessus, c'est évident. Mais c'est un sujet, tu sais bien, qui nous tient à cœur et qu'on connaît à peu près. Donc on y sera attentif, forcément. Monsieur. Bonsoir. Voilà, avant de poser ma question, je voudrais faire quelques remarques. J'ai eu la curiosité d'aller sur le site internet de la Haute Autorité pour la vie publique. Regardez la fiche de notre député sortant. J'ai eu la surprise de découvrir qu'il travaille pour travailler, il avait besoin de 6 attachés parlementaires que nous rémunérons forcément généreusement. Alors, ces attachés parlementaires, vous avez une personne à Paris, c'est absolument normal, et il en a 5 sur notre territoire, dont je peux donner les noms puisqu'ils sont publiés sur Internet. Vous avez M. Antoine Delaunay, qui est d'Archange, déjà élu au département, Madame Christiane Bazir de Sourdeval, Madame Dominique Gilbert d'Avranches, Monsieur Jacques Gromelon de la région de Côte-d'Orson et Madame Carmen Huette. Alors, vous savez, les affranchinés, ce sont des gens sympas. Il y a 3 ans, on a depuis 3 ans libéré notre député sortant de quelques postes pour ne pas qu'il soit embêté avec le cumul des mandats. Donc, maintenant, il y a un projet de loi qui veut interdire l'emploi comme attaché parlementaire de membres de sa famille. Alors, je ne voudrais pas qu'ils soient ennuyés avec ça. Alors, ma question, c'est avec combien d'attachés parlementaires pensez-vous travailler? Comment les répartir sur le territoire? Et puis, quelle capacité vous allez demander pour ce poste? Parce que là, les gens que j'ai cités, on ne les voit jamais. Alors, bon. Je vous laisse propriétaire de vos propos. Concernant l'organisation qui serait la mienne, si j'étais élu, je compte avoir 3 assistants parlementaires avec moi. Un assistant parlementaire parisien, parce que c'est indispensable d'avoir quelqu'un qui soit proche de l'Assemblée nationale et qui connaisse les rouages de l'Assemblée nationale. Et puis je souhaite avoir sur notre territoire 2 assistants parlementaires. Un qui soit spécialisé dans le domaine agricole. Vous avez entendu tout à l'heure mon témoignage. Je veux quelqu'un qui soit spécialisé et capable de m'accompagner sur ces dossiers-là, et spécialisé dans la pêche, parce qu'il y a des liens sur ces deux activités. Donc un premier assistant parlementaire sur le territoire, pêche-agriculture, et un deuxième assistant parlementaire qui soit spécialisé dans l'entreprise
et la vie des collectivités. C'est-à-dire qui permettent au niveau de ces deux instances, de ces deux entités, de travailler sur l'emploi notamment. Donc voilà, 3 assistants parlementaires en tout, un Parisien, 2 locaux, qui soient présents, visibles et accessibles. Je vous disais tout à l'heure que je souhaite être un député accessible, mais je souhaite que mes assistants parlementaires soient aussi à votre service, et avec les spécificités et les spécialités que j'évoquais tout à l'heure. Voilà l'organisation que je souhaite mettre en place, et là aussi en toute transparence. Vous saurez qui ils sont, vous saurez ce qu'ils gagnent, et vous saurez à quoi ils sont employés. C'est là aussi quelque chose qui me paraît simplement la norme. Madame. Moi, je voulais intervenir en ce qui concerne M. Guénaël. Il n'a pas 5 attachés parlementaires. Dominique Gilbert et Carmen ne sont pas attachés parlementaires. Ils sont secrétaires toutes les deux à temps partiel. C'est-à-dire qu'à toutes les deux, elles ont un temps plein. Elles sont secrétaires, elles sont rémunérées comme secrétaires et pas du tout comme attachées parlementaires. Voilà, merci. Je regrette, madame, c'est la déclaration faite à la haute autorité. Ah non, mais alors, oui. On va dire que c'est du passé. De toute façon, quel que soit l'élu, dans 1 semaine et demie, l'organisation sera différente. Donc, ne rentrons pas dans des polémiques inutiles. C'est pas comme ça que notre président souhaite que la politique se fasse. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qui était très intéressant, sur les EHPAD. Vous avez souligné qu'il n'y avait pas assez de place. Et moi, j'ai une amie qui est dans un EHPAD, et je voudrais juste témoigner sur la difficulté des professionnels qui travaillent actuellement dans les EHPAD. C'est que généralement, elles ne sont pas assez nombreuses, et elles n'ont pas le temps qu'elles aimeraient pour bien s'occuper des personnes qui sont accueillies. Donc il ne suffit pas d'imaginer qu'il faudrait d'autres maisons de retraite, il faut aussi faire que les personnes qui y travaillent ne soient pas épuisées et qu'elles aient si peu de temps pour faire des toilettes, pour donner à manger aux personnes qui ne peuvent plus manger. Et aussi des formations pour ces personnes-là, parce qu'une partie des personnes qui travaillent ne sont pas formées du tout. Et quand on n'est pas formé du tout, c'est beaucoup plus difficile de s'occuper de personnes qui sont très dépendantes. C'était votre avis là-dessus, est-ce que vous êtes... Je partage pleinement, je le vis tous les jours dans la maison de retraite qui est installée à Saint-Père, avec des gens qui sont souvent peu formés, des femmes bien souvent qui travaillent à temps partiel, qui sont mères de famille. On sait qu'un EHPAD ça fonctionne 24 heures sur 24, donc il y a une amplitude de travail qui est importante, avec des horaires qui sont parfois de jour, parfois de nuit, des postes difficiles. J'en suis tout à fait conscient. Il y a une souffrance effectivement dans les personnels qui travaillent dans ces établissements. Je veux surtout leur rendre hommage. Vraiment, elles font de leur mieux, mais elles ne sont pas dans de bonnes conditions pour bien travailler. Je partage. Et vous voyez, il y a là aussi des choses à inventer. Moi j'ai le cas dans la maison de retraite à Saint-Père, il y a une association qui s'est créée de bénévoles qui viennent en complément, qui ne sont pas là pour faire les soins, mais qui sont là pour justement suppléer ces moments où on va accompagner les personnes qui sont dans ces résidences sur des activités complémentaires. Mais je rends hommage moi aussi, comme vous le faites si bien, à ces personnels. Ce sont des métiers très difficiles. On est au contact d'humains, on est au contact de la mort, aussi d'un avancement dans l'âge qui crée des pathologies. Et c'est effectivement un travail très très difficile, mal rémunéré, mal considéré. Moi, chapeau à ces gens-là, effectivement. Ce sera moyen de créer beaucoup d'emplois. Bien sûr, bien sûr. Et on en revient toujours aux soucis financiers. Voilà, aujourd'hui, on ne met pas suffisamment de moyens parce qu'on ne les a pas ou parce qu'ils sont mal utilisés. On a aussi le problème des prix de journée. On sait aussi que si on a un prix de journée trop important, on empêche à ce que certaines personnes puissent aller dans des EHPAD. Voilà, il y a une réflexion globale à avoir sur la prise en charge du vieillissement et de la dépendance. Madame. Bonsoir. Alors, bonsoir, pour faire écho à ce qui vient d'être dit, je pense que l'EHPAD est la solution, c'est le dernier recours. Je fais partie de celles et ceux qui pensent que l'être humain doit rester maître de son choix. Et que si c'est de mourir chez lui, eh bien, il faut le respecter. Alors pour cela, c'est ce qu'on appelle le maintien à domicile. Je voudrais savoir comment vous envisagez de financer et de prendre en charge le financement de ce maintien à domicile. Ça, c'est une première question. Et la deuxième fait écho à celle que dit Madame. Nos salariés, parce que je suis engagée dans une association d'aide à la personne. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend mal. Pardon, oui, on entend très mal, je pense. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je ne sais pas faire. Je sais pas faire. Donc, nous avons énormément de mal à recruter pour 2 raisons. Les salaires sont vraiment trop bas. C'est 9,76 € le SMIC, oui. brut. Oui.
Et c'est un travail qui demande beaucoup d'exigences, qui est extrêmement difficile. C'est une profession qui est très noble, comme beaucoup d'autres professions du reste. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ces dames sont confrontées à la mort, à la souffrance déjà, à la mort ensuite. Donc c'est extrêmement difficile et c'est une profession qui n'est pas reconnue. Alors, deux questions. La première, je la renouvelle. Comment pensez-vous prendre financièrement en charge la dépendance? Et deuxièmement, comment pensez-vous améliorer, ça va de soi, les conditions de ces professionnels? Je vous remercie. Merci madame. La prise en charge de la dépendance, c'est un sujet majeur. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de vieillissement de la population. Je évoquais la nécessité de créer des places supplémentaires en EHPAD, mais effectivement, je partage votre vision. Moi, je préfère aussi vieillir à domicile et mourir à domicile. Je crois qu'aujourd'hui, on sait que l'on va dans un EHPAD par obligation. On y va bien souvent, ou très rarement, pardon, par choix. Hein, on y va parce qu'effectivement, le maintien à domicile est compliqué. Il est compliqué parce que soit on ne peut pas nous accompagner familialement, c'est impossible, ou soit parce que financièrement, on ne peut pas se permettre d'avoir des intervenants à domicile sur une durée qui soit suffisante. Donc là aussi, il y a de l'argent à mettre sur le tapis. Hein. Il y a des nécessités budgétaires si on veut couvrir cette demande. Il y a des structures privées qui se mettent en place, mais avec des coûts beaucoup plus importants. Il y a des... moi, j'ai le cas d'une structure, notamment sur Grandville, qui s'est mise en place, où les gens sont correctement payés. Simplement, la charge portée par la personne âgée est beaucoup plus lourde. Donc, c'est une question de finance, c'est une question de capacité financière de la personne qu'on aide. Quand on paye les gens 9,63 €, bien souvent, c'est une aide publique. Hein. Les gens sont un peu mieux payés sur des structures privées. Simplement, c'est une question de moyens que l'État peut mettre à disposition et une question de moyens que la personne aidée peut aussi financer. Et là aussi, en termes d'équité, eh bien, tout le monde n'est pas servi de la même façon. Exactement. Donc on en revient à une prise en charge du grand âge, du handicap, de la vie du grand âge. De deux façons, il y aura les personnes riches et les pauvres. Tout à fait. Ça, c'est dommage. Donc ça veut dire que pour les gens les moins aisés, il faut que l'État se substitue et puisse apporter un complément pour que la prise en charge à domicile soit aussi possible pour des gens qui aient moins de revenus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'était un dossier sur lequel il y a beaucoup de travail à faire. Il faut trouver les financements. Hein. Là encore, on évoquait tout à l'heure le budget de l'État, un budget déficitaire. C'est des choix à faire d'un gouvernement. Qu'est-ce qu'on priorise ? Est-ce que c'est effectivement ce maintien à domicile, avec la nécessité de payer les gens correctement, de les former correctement aussi, parce que ce sont des métiers particulièrement difficiles à exercer. Voilà, c'est une réflexion globale. Moi, je ne peux pas vous apporter ce soir une réponse qui serait finalement que la mienne. Moi, je peux vous dire que c'est une des priorités, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vivent des situations humaines catastrophiques, qui souhaitent rester à domicile et qu'on n'accompagne pas. Mais je ne peux pas vous annoncer des mesures qui ne sont pas celles qu'un gouvernement pourrait prendre. Par contre, je peux vous dire que j'acterai, je travaillerai pour que cette prise en charge à domicile, elle soit reconnue aussi bien qu'une prise en charge dans un EHPAD. Et il y a actuellement des personnes qui réduisent le nombre d'heures parce qu'elles ne peuvent pas payer. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et puis il y a une autre question aussi. Est-ce qu'il y aura un retour sur succession? Ça se pratique beaucoup actuellement. Hein. Actuellement, dans les EHPAD notamment, le financement qui est porté par l'EHPAD ou bien par les collectivités comme le département, derrière, il y a des remboursements qui sont faits sur les successions. Voilà. C'est des choses qui se pratiquent actuellement dans les EHPAD. Actuellement, pas dans le maintien à domicile. Pas dans le maintien à domicile. Voilà. Je n'ai pas de réponse non plus parce que c'est des dossiers qui ne sont pas aujourd'hui travaillés dans le cadre du gouvernement de M. Macron et sur lesquels je ne peux pas vous répondre avec des données précises. Non, mais il va être vraiment temps de se pencher sur la question parce que l'EHPAD, c'est très bien, mais c'est la solution, la dernière solution, c'est lorsque le maintien à domicile n'est plus possible. Tout à fait. Ou lorsque la personne se sent plus en sécurité, dit moi je vais être dans une structure, parce que ça existe aussi. Tout à fait. Il y a des structures intermédiaires, des foyers logements, des choses comme ça qui sont en place, dans lesquelles un certain nombre de personnes âgées souhaitent vivre, parce qu'elles vivent isolées dans leur secteur, dans leur territoire ou familialement. Il y a aussi des structures qui prennent très bien en charge l'accompagnement du vieillissement. Bien souvent, le sujet majeur, c'est comment est-ce qu'on finance. Et connaissez-vous le prix d'un EHPAD? Oui, moi je peux vous parler d'un EHPAD public, celui dont je suis le président, puisque je suis président du CCAS. Le prix de journée est légèrement inférieur à 60 € par jour. Oui, maintenant, si vous allez dans un EHPAD privé, vous pouvez très facilement arriver à 90, 95, 100 € par jour. Oui. Alors, donc, je ne sais pas si les retraités sur lesquels vont tomber des charges un peu lourdes
vont pouvoir faire face Moi, je peux vous dire que à non, leur actuellement. prise en charge, prise en charge propre de leur fin de vie. Vous savez bien souvent ce qui se passe dans cette prise en charge, notamment au sein des EHPAD. Hein. Dans un premier temps, on épuise les économies, quand il y en a. Dans un deuxième temps, c'est la famille qui prend en charge. Hein. Et il y a parfois effectivement un retour sur succession, sur des frais engagés qui n'auraient pas été couverts familialement. C'est effectivement les mécanismes qui existent aujourd'hui. D'autre part, je pense aussi, pour être confronté à ce problème, excusez-moi de monopoliser... Non, mais c'est des sujets majeurs, madame. Ça a toute son importance. Bien sûr. Parce que c'est un problème de société qui n'a pas été pris en charge. Et vraiment conditionné. Nous rencontrons des problèmes de recrutement parce que les salaires sont trop bas. Et les femmes nous répondent, moi je préfère aller voir Pôle emploi, je ne vais pas prendre, parce que j'ai plus d'avantages à rester chez moi, ne pas travailler. Voilà. Donc je pense que l'assistanat est un gros frein à l'emploi. Je crois que déjà, il va falloir travailler sur cette piste-là. Il y a besoin effectivement de revoir certaines aides sociales. Je suis favorable aux aides sociales. Les personnes n'est à l'abri non plus des accidents de vie ou d'une nécessité d'accompagnement. Après, je partage certains cas, mais ce n'est pas une généralité. Certains cas où des gens sont accompagnés à travers des aides sociales et qui ne sont pas à terme incitatives à reprendre un emploi. Là aussi, il y a un travail d'ajustement à faire. Lorsque l'on est, alors on va prendre un schéma qui est certainement très réducteur, lorsque l'on a plus d'argent ou au moins autant d'argent en restant à la maison sans activité que quelqu'un qui va travailler tous les jours, effectivement c'est une anomalie. Voilà, il y a un travail à faire sur le niveau des aides sociales, peut-être certaines exigences à avoir par rapport à des emplois ou des investissements, sur la durée aussi de certaines aides. Voilà. Après, ne généralisons pas quand même. Il y a effectivement des gens qui abusent d'un système, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vivent plutôt par le travail que par les aides sociales. Et la devise de M. Macron est de dire tirons plutôt profit ou tirons plutôt un salaire d'un travail plutôt que de vivre à travers des aides sociales. Donc il y aura là aussi une expertise qui sera faite par rapport à ces aides attribuées. Madame, ou monsieur, je ne sais pas. Monsieur. Oui, merci. Je voudrais vous faire part d'un point qui me chagrine dans le programme du président Macron, pour lequel j'ai voté au deux tours. Je précise pour que vous sachiez dans quel esprit je fais ma remarque. Donc là, le point qui me chagrine concerne le delta entre la baisse des cotisations sociales et l'augmentation de la CSG. Ce delta, dans tous les cas de figure, j'ai apporté le journal Westfang aujourd'hui, dans tous les cas de figure, le delta est positif, sauf pour une catégorie de Français qui concerne les retraités dont les retraites sont supérieures à 3 000 € par mois. Donc ces gens-là vont voir leur pouvoir d'achat baisser d'environ 600 € par an, alors que le cadre supérieur qui gagne 20 000 € par mois va voir son pouvoir d'achat augmenter de 1 600 €. Tout à fait. J'ai lu le même article que vous, mais vous avez dû lire aussi qu'il y avait certaines mesures compensatoires qui allaient être étudiées, notamment à destination. C'est un sujet qui interpelle beaucoup dans chaque réunion publique, cette augmentation de la CSG. Effectivement, aujourd'hui, je pense que sur l'augmentation qui est prévue et sur les seuils qui sont positionnés, ces seuils-là sont beaucoup trop bas et on a besoin très certainement, si on a augmenté cette CSG, à l'augmenter par palier. Parce que, on prend l'exemple, hein, si on prend un seuil de 1 200 €, celui qui a 1 199, il ne sera pas impacté, celui qui a 1 201, il est impacté par cette augmentation de la CSG. Donc on a besoin, je pense, à travers cette nécessité d'augmenter la CSG, parce qu'on veut réduire les charges salariales, hein, ce qui est là aussi la possibilité de générer du pouvoir d'achat supplémentaire pour les salariés, mais il faut que ça n'impacte pas de façon trop importante les retraités, parce que le système que vous décrivez, hein, ce sont aujourd'hui, à travers le mécanisme tel qu'il est décrit, la seule catégorie qui se retrouve avec des ressources qui soient en diminution. Alors il faut y inclure aussi la taxe d'habitation. Hein. Vous savez que cette taxe d'habitation, elle va être exonérée pour tous les Français qui ont moins de 20 000 € par an. Voilà. Donc ça représentera à terme 80% des Français. Il y a aujourd'hui 20% des Français qui ne la payent pas. Voilà. Donc sur les 80% restants,
il y a 80% qui ne payeront plus cette taxe d'habitation. Aujourd'hui, les seuils qui sont annoncés, c'est 20 000 € pour une personne seule de revenu annuel, c'est 40 000 € pour un couple. Voilà, donc les gens qui, en couple, gagnent moins de 40 000 € ne payeront plus de taxe d'habitation. Le calcul à faire, il faut l'inclure à travers cette augmentation de la CSG. Peut-être la CSG vous impacte à hauteur de 600 €. Le fait de ne plus payer la taxe d'habitation, est-ce que pour vous, ça arrive à une situation qui soit positive ou négative? Chacun fera le calcul. Mais j'entends bien, et j'ai bien noté, que ce seuil de 1 200 € n'est certainement pas le bon plafond aujourd'hui, et qu'une augmentation de la CSG qui se fasse par palier, qui soit progressive, serait certainement beaucoup plus juste, comme l'impôt, sera certainement beaucoup plus juste à mettre en place. Une question relative à la taxe d'habitation. Est-ce que la suppression s'appliquera aux résidences secondaires? Oui, sur l'ensemble des biens. Pour terminer sur la CSG, mais vous le savez mieux que moi, les partis opposants à l'Assemblée nationale vont vous tirer à boulet rouge. Bien sûr, bien sûr. Sur ce point-là. Je vois bien un tract qui circule actuellement. Je préfère, vous voyez, la CSG, effectivement, est aujourd'hui très impactante pour les retraités. Un des partis que vous évoquez prévoyait une augmentation de 2 points de la TVA. Je trouve qu'en termes d'équité, c'est certainement beaucoup plus inéquitable d'augmenter la TVA pour tout le monde, parce que l'on ait des ressources importantes ou qui soient très minimes, la baguette de pain, elle prend 2% pour tout le monde. Donc je préfère qu'on travaille sur des pistes comme la taxe d'habitation, qui pour moi est un impôt qui n'est pas équitable, ou que l'on travaille sur la CSG en adaptant le procédé, par palier, et je pense effectivement qu'il y a un peu plus d'équité à travers ces mesures-là. Non, c'est vrai. J'ai pas entendu, monsieur, excusez-moi. Tout à fait. Ont même baissé, je crois, dans le quinquennat qui s'est terminé. Cet après-midi, j'ai rencontré la CFDT retraitée. Voilà. Et effectivement, ce sont les mêmes constats. C'est pas que les retraités ne veuillent pas avoir une solidarité, au contraire, mais simplement il faut qu'elle soit mesurée et que ce ne soit pas trop impactant sur les retraites. Il y a quand même une autre question aussi, moi, qui me soucie par rapport à la cotisation salariale, notamment de chômage. Aujourd'hui, on sait que l'UNEDIC, par exemple, est une instance paritaire dans laquelle l'État est représenté, le patronat et le salariat. Si aujourd'hui les salariés ne payent plus beaucoup moins de cotisations sur le chômage, on peut penser que dans cette instance paritaire, ils auront moins de voix. Et vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils soient moins bien représentés. Moins bien représentés. Et moi, j'attends de vous vraiment que cette instance-là reste vraiment paritaire et parce que vous dites beaucoup, et ça me plaît bien dans votre discours, de mettre les gens autour de la table, de discuter, de négocier, de travailler ensemble. Et si on va vers ça... Des choses sur lesquelles il faudra veiller, effectivement. Qu'il y ait une juste représentativité des salariés. Mais je pense que cette méthode que vous décrivez, c'est la mienne sans doute, mais c'est aussi celle de notre président. Voilà, c'est la méthode qu'il souhaite appliquer dans tous les cas de figure. Je pense que c'est une bonne méthode. Ça ne va pas tout résoudre, mais au moins ça permet de faire avancer les choses. Des décisions comme ça, sur des cotisations salariales, pour le chômage par exemple, ça peut avoir un impact, ça peut être un dommage collatéral. Oui. Il faut y être vigilant, je partage. Tout à fait. Parce que c'est bien. Sur le fond, oui. Voilà. Mais il faut être vigilant aux conséquences qui pourraient arriver. Madame. Une dernière précision sur ce que Madame a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les personnes qui préfèrent ne pas prendre ce travail-là, d'aider les personnes âgées, parce que c'est 9 € et quelques. Mais je pense que ça pourrait être beaucoup plus amélioré si on pouvait proposer des formations à ces personnes qui travaillent. D'abord, ça rendrait le travail beaucoup plus intéressant pour elles-mêmes et puis aussi pour les personnes accueillies. Mais il faudrait aussi avoir de l'argent pour les formations. C'est ça. Mais vous touchez aussi à un sujet, là, vous parlez d'un métier spécifique. Moi, je suis favorable à de la formation tout au long de sa vie, quel que soit le métier qu'on exerce. C'est forcément une évolution dans ces pratiques. On a aujourd'hui une évolution technique, technologique dans les entreprises, une évolution dans les pratiques, dans les rapports aux autres. Donc la formation tout au long d'une vie est quelque chose d'important pour moi aussi. Monsieur Lenné. Je voudrais revenir, moi, aux propos qui ont été tenus à propos de l'exonération de taxe d'habitation. Et je vais dans le même sens à propos de la suppression des cotisations chômage pour les salariés. Alors effectivement, si on pose la question, les gens qui sont ce soir ici, faut-il exonérer de la taxe d'habitation? Je pense qu'une grande majorité va dire oui, c'est une bonne initiative.
faut-il supprimer les cotisations chômage pour augmenter le pouvoir d'achat? Tout le monde va dire oui. Le premier point, on compense comment? Je ne crois pas une seconde à la compensation à l'euro près. Et ça fait 10 fois. C'est l'engagement du président. Oui, mais pas comme il faut. C'est pas possible. Non, c'est pas ça, moi. Par contre, c'est la déresponsabilisation, pardon. C'est la mise à l'écart d'une population. On disait tout à l'heure à propos de cotisation chômage, il peut y avoir des représentants syndicaux et autres qui n'aient plus vocation à participer aux négociations. Moi, j'irais plus loin. Moi, sur la population en général, 80% d'exonération de taxe d'habitation, ça met à l'écart 80% de la population. Déresponsabiliser, ne plus être membre participatif de la vie collective. Est-ce que, socialement parlant, c'est une bonne idée? Personnellement, j'en doute. Bien sûr, il ne faut pas arriver à ça. Je ne crois pas qu'il y ait la volonté, à travers la suppression de la taxe d'habitation, de déresponsabiliser les habitants. Mais il faudra y veiller, effectivement. Il faudra veiller à ce que les gens perçoivent bien que les ressources qui sont mises à disposition des communes, effectivement, elles n'arrivent peut-être pas en direct d'une taxe d'habitation, elles sont peut-être compensées par l'État. Voilà, c'est une vigilance à avoir, effectivement. Par quel biais? Je crois qu'on a aussi cette faculté de penser d'autres façons d'associer les gens. On sait que l'investissement associatif au sein des collectivités, il est plutôt en perte de vitesse. Là aussi, c'est peut-être valoriser l'image de l'investissement, peut-être... voilà, il y a des choses à penser. On ne peut pas rester sur les situations actuelles, mais c'est un des défis aussi de la vie en société. C'est important. Il y a plein de choses à remettre à plat. Il y a plein de réformes à faire, notre France en a besoin. Une question? Terminé pour les questions? Allez, une dernière, monsieur. Je souhaiterais aborder la question de la politique d'aménagement du territoire, d'urbanisme, habitat et logement, en disant ceci. Très concrètement, ce n'est pas un problème spécifique à la Manche. Depuis une quarantaine d'années, on voit de cette manière un grand nombre de villes voir disparaître, diminuer la population au profit des communes rurales périphériques. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence, le prix du foncier du logement est devenu tellement cher pour les jeunes ménages, qui ont 1, 2 ou 3 enfants, que ces ménages cherchent à acheter un terrain et à faire construire en périphérie, dans des villages où bien souvent il n'y a plus de service. Autrement dit, le père et la mère, les parents ou les grands-parents font tous les jours la navette, soit pour l'école, soit pour des activités sportives, récréatives, culturelles, soit pour autre chose. Au point de vue économique, c'est une perte considérable au plan départemental et national. Alors, la question que je me suis toujours posée, moi, parce que je sais que dans beaucoup de pays européens, de Benelux plus précisément, on pratique depuis très longtemps ce qu'on appelle une politique de réserve foncière au niveau d'une commune. Autrement dit, ça permet à l'équipe municipale de mieux gérer en continu sur une période de 10-15 ans l'évolution de la ville en récupérant l'habitat ancien dégradé, abandonné, et en construisant sur des friches et des terrains libres dans la ville, pour permettre de limiter la progression du coût du terrain, c'est-à-dire éviter la spéculation foncière, pour permettre aux jeunes ménages d'habiter dans les centres-villes. Actuellement, depuis 40 ans, et c'est pas spécifique à la Manche, on voit ça dans toute la France. C'est dramatique, et économiquement, c'est une perte sèche pour le pays et pour les ménages d'être contraints d'habiter dans des pavillons, dans des logements en milieu rural, alors qu'ils bénéficieraient de tous les services en centre-ville. Au point où aujourd'hui, vous avez des services en centre-ville, ou même dans les villages, qui disparaissent. Et puis bon, je ne vais pas être trop long, mais j'ai remarqué, c'est pas du tout à généraliser ce que je vais dire, que dans certains villages, on a des parcelles agricoles, dans le cœur des villages. Et les propriétaires de ces terres agricoles, et parfois ce ne sont pas des agriculteurs qui possèdent ces terres-là, ce sont des retraités qui ont eu d'autres métiers que l'agriculture.
ils disent ceci, en gros, ah ben nous, on ne veut pas vendre ce terrain-là parce qu'on ne veut pas de voisins autour de nous. Du coup, les jeunes ménages, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils construisent à l'extérieur du village alors qu'il y a des réserves potentielles foncières pour densifier l'habitat en centre de village plutôt que de voir tous ces espaces agricoles bouffés par l'expansion urbaine en ruralité. Et je partage votre constat, on a beaucoup agrandi les villes en puisant d'ailleurs sur l'espace agricole. Hein. On parle souvent de préservation des espaces naturels et des espaces agricoles, mais on est très gourmand dans ces espaces-là pour développer des villes, et très souvent au détriment des centres-villes. On constate tous des centres-villes qui se vident, des activités commerciales qui sont très difficiles, parce qu'on va consommer en périphérie. On a créé ces situations-là. Moi, je crois beaucoup dans nos grandes communautés de communes qui se mettent en place, qui se sont mis en place, à une compétence qui s'appelle le PLU intercommunal. Je pense que les élus, grâce à cet outil, auront l'intelligence d'avoir un développement concerté des territoires. Jusque-là, qu'est-ce qu'on faisait chacun maire de notre commune? On avait tous envie d'avoir une zone d'activité, on avait tous envie de développer l'habitat. Il y avait une espèce de concurrence que je pourrais qualifier de malsaine, et on avait effectivement tous des projets. On va créer une zone industrielle, on va créer une zone artisanale, on va créer une zone d'habitation là parce que c'est dynamique pour notre territoire. L'avantage de ce PLU8, cette compétence qui aujourd'hui est exercée par les communautés de communes, c'est d'avoir une réflexion concertée. À quel endroit il faut développer tel type de zone? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est utile? Et on aura, je pense, une meilleure utilisation de l'espace naturel et de l'espace agricole, parce que je partage votre avis. On crée aujourd'hui une impossibilité pour les jeunes ménages de s'installer dans les villes à cause du prix du foncier. On est obligé pour nos jeunes d'aller s'installer 10, 15, 20 km plus loin. Ce qu'on n'a pas mis dans le prix du terrain, on le dépense au fil du temps, bien souvent dans le prix de la voiture et des kilomètres qu'on fait. Et on ne trouve pas dans ces villages, qui sont confrontés à d'autres difficultés, on ne trouve pas dans ces villages les services que l'on vient chercher. Donc ça oblige aussi ces petits villages à faire des investissements pour offrir des services demandés par la population. Et bien souvent, ces villages n'ont pas les moyens d'assumer ces investissements. Donc, ayons une réflexion beaucoup plus concertée à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un bassin de vie, pour permettre ou non des extensions d'habitation ou des extensions d'activités commerciales. Mais je crois en l'intelligence des élus pour avoir cette capacité. Vous levez les yeux au ciel, si on y arrivera. On y arrivera. Ce que j'attends du gouvernement Macron, et de vous en tant que député, si vous êtes élu, ce que j'espère, c'est qu'il y ait véritablement un projet de société. Et pour ça, il faut tourner une page. Il faut aller dans une autre direction. Bien sûr. Économiquement, c'est vital. Aujourd'hui, notre pays il a besoin d'être réformé. Voilà. Il ne peut pas continuer comme il avance là. Et notamment sur ses pratiques, sur ce que vous décriviez très bien tout de suite. On en finit là, je vous livre une petite conclusion. Je voudrais d'abord vous remercier de votre présence, vous remercier de votre qualité d'écoute, votre qualité de participation. Et puisque je suis dans les remerciements, je voudrais remercier toute l'équipe qui m'accompagne. Je vais vous demander de les applaudir. Ça fait 2 mois qu'on fait campagne. Ils sont là, ils sont 15, 20, 25. Ils œuvrent tous les jours. Ils sont là pour mettre les chaises, ils sont là pour boiter, ils sont là sur les marchés. Je veux vous dire qu'ils font un travail remarquable et pour moi c'est un vrai bonheur. Merci à tous et je suis presque déçu de cette campagne, elle s'arrête dans 1 semaine et demie parce que franchement c'est un vrai plaisir de bosser avec vous. Merci du fond du cœur. Voilà. Ils seront rémunérés comme des bénévoles d'association. Ils auront toute ma considération. Je leur payerai un bon pot quand même. Une petite conclusion avant de vous offrir le verre de l'amitié. Le 7 mai dernier, nous avons élu en France un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron, que moi je qualifie de jeune président, progressiste, dynamique, qui a cette capacité demain à faire en France les nécessaires réformes dont on a besoin. À partir de dimanche et le dimanche suivant, vous avez un choix crucial à faire en glissant votre bulletin de vote dans l'urne. Soit effectivement vous glissez un bulletin de vote différent du mien, vous ferez sans doute une erreur, mais c'est votre choix. Vous glissez un autre bulletin de vote que le mien, et au risque d'avoir à nouveau une cohabitation que je qualifierais moi de stérile. Ou alors vous faites le choix de me faire confiance, de glisser le bulletin de vote sur lequel figure mon nom, et je peux vous assurer que j'ai cette motivation, ce dynamisme pour accompagner notre président à construire une France nouvelle, une France rassemblée et une France tournée vers l'avenir. Faites-moi confiance, je serai là pour travailler avec vous et pour vous. Merci à vous.